une production du Studio SF. Bienvenue Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Encore un plaisir de recevoir cette personne-là aujourd'hui. Ouais, la deuxième fois qu'on reçoit sur le podcast Benoît Boulanger, qui est nutritionniste qui termine son doctorat en nutrition à l'heure où on se parle et qui est déjà venu sur le podcast en fait l'an passé, qui était venu avec Ève Crépeau parler de nutrition sportive, de perception qu'on a par rapport aux carbs entre autres. Et aujourd'hui, on a plus parlé en fait de comportement alimentaire aussi, puis là on est en début d'année encore à l'heure où on se parle. Puis souvent on va faire des résolutions en début d'année, on veut changer des comportements, on veut peut-être perdre du poids ou du moins mieux manger ou changer ses habitudes de vie. On parle de c'est quoi en fait une bonne résolution, peut-être une mauvaise résolution aussi, comment tenir ces résolutions, ça vaut-tu la peine d'en faire, c'est important, tout ça, puis plein d'autres sujets connexes et par rapport à la nutrition. C'était vraiment super intéressant. Pour vrai, Ben, c'est un communicateur hors pair, il connaît son sujet aussi comme comme personne d'autre en fait. Ça, ouais. Comme personne d'autre, puis on a toujours bien du fun avec, fait que j'étais bien content de ouais, vraiment, puis tu sais, des podcasts comme ça, on aurait pu continuer, je pense, pendant encore 3 fois la durée, là, tu sais, c'est tellement vaste, c'est tellement nuancé, puis ça nécessite tellement de nuances, c'est pour ça que c'est le fun de le faire sur un format comme ça, évidemment, avec les podcasts, ça permet de le faire, mais avec un sujet aussi vaste que la nutrition, c'est d'autant plus important de le faire pour aller chercher toutes les nuances et les subtilités d'un tel sujet. Donc, j'espère que vous allez aimer la conversation autant qu'on a aimé l'avoir. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais j'allais dire juste un sujet qui, justement, des fois... avant qu'on se prépare pour le podcast, Ben m'a envoyé un extrait de podcast qui parlait de nutrition, que les gens s'étaient enflammés. C'est un sujet qui peut toucher les gens, puis qui peut tomber dans l'émotif, puis dans le... qui peut polariser, puis tu sais, justement, on essaye justement de prendre le temps de déconstruire ça, puis d'enlever un peu les émotions de la question, puis de la traiter de la manière la plus objective possible. Fait que je pense qu'on a fait une bonne job à démystifier certaines affaires puis à éclaircir certains points. Fait que, j'espère que vous allez aimer ça. Bon podcast. Bonne écoute. Avant de commencer l'épisode, on veut vous parler d'une fondation qui nous tient à cœur, d'un défi en fait qui nous tient à cœur. C'est le défi 28 jours sans alcool organisé par la Fondation Jean Lapointe. Fait qu'on a décidé de participer. En fait, PH puis moi, on est déjà dans un défi sans alcool. Moi, depuis presque 2 ans. PH depuis 1 an. Mais on a lancé, en fait, le défi. On a embarqué toute la gang du Studio SF là-dedans. Donc, toute l'équipe va relever le défi sans alcool. Va tenter, du moins, de relever le défi sans alcool durant le mois de février. Puis Dom, tu l'as dit, ça fait 1 an, moi, que j'ai pas bu d'alcool. Puis la différence que j'ai vue dans ma vie, dans mon niveau d'énergie, à chaque fois que je me lève le matin, ça arrive jamais que j'ai l'espèce de mal de tête ou juste une espèce d'inconfort ou même, à plus grands égards, des fois, un genre de honte de la veille, de mes comportements, de quoi que ce soit lorsque j'étais altéré par l'alcool. Puis depuis que j'ai arrêté de boire, j'ai plus ça. Puis ça fait une énorme différence, autant sur ma santé physique que ma santé mentale. Donc, le défi 28 jours, c'est un excellent moment pour l'essayer et vous vivre ce que je raconte là, en fait. Pour vous aider à relever le défi, vous pouvez commander la boîte défi. La boîte défi, dans le fond, c'est une boîte dans laquelle il y a ces beaux produits-là qui sont des produits sans alcool. Donc, ça peut vous donner des alternatives, des choses à consommer dans des soirées, dans des événements, dans n'importe quoi à la maison. Le moment que vous auriez bu de l'alcool, là, vous avez quelque chose à vous mettre sous le palais. Ouais, autant des bières que des mocktails, là, c'est super cool. Puis les fonds, même des peanuts, les fonds amassés permettent à la Fondation Jean Lapointe de sensibiliser les jeunes avec des programmes éducatifs, d'aider les familles touchées par les dépendances, on le sait, c'est important, et offrir des traitements essentiels à ceux qui en ont besoin. Donc, on vous lance le défi de rejoindre notre équipe dans le défi 28 jours. Vous pouvez vous inscrire en ligne dans le lien qui est dans la description. Pour s'inscrire, c'est 28 $, puis dans le fond, c'est un don que vous faites à la Fondation Jean Lapointe, donc pour une bonne cause. Donc, chaque dollar compte, la cause est importante. Donc, puis un petit break d'alcool, ça peut toujours faire du bien, ça fait jamais de tort. Donc, je vous encourage et je vous lance le défi. Et allez rejoindre l'équipe du Sans Fil Podcast lorsque vous serez inscrit. Fait qu'on fait tout ça ensemble. Let's go. Let's go.
résolution, c'est d'aller voir un physio. Hein. Non, mais en 2024, c'était physio toutes les semaines, puis masso une fois par mois, mettons. Ouais. Fait que de prendre quelque chose de régulier pour prévenir les blessures au lieu de tout le temps juste les guérir. Puis à partir de ce moment-là, où j'ai commencé à travailler crissement avec des physios, ben là, tu apprends aussi à comment ils travaillent puis comment ils voient ça, puis justement, le pathway vers la solution ou l'absence de douleur. Man, il faut qu'il cook, il faut qu'il freestyle quand même pas mal pour. C'est de l'essai-erreur. Moi, en tout cas, quand je fais de la physio, c'est comme fais tel exercice, là, tu le fais. Check. Tu te sens-tu mieux? Oui, non. Ouais. OK, si c'est oui, continue de le faire, sinon arrête. Puis c'est comme dans le. Parce que s'il se fie juste à la théorie, genre, je sais pas, moi, ils se disent tout le temps, telle étude, telle étude a regardé tel mouvement ou tel, justement, exercice, puis ça leur réduit la douleur. Fait qu'ils te disent, vas-y, fais-le, puis pars chez vous. Puis finalement, ça change rien. Puis finalement, comme je disais tantôt, le pathway pour se rendre à l'absence de douleur était complètement différent. Ben, ils vont passer 3-4 semaines à faire cet exercice-là pour fuck all, tu sais. Fait que ça a l'air essai-erreur, puis ça en est d'une certaine façon, mais c'est de la recherche de solutions, puis c'est de pas prendre pour acquis que la solution est unique, tu sais. C'est comme, il y a un mouvement, un exercice par blessure qui mène à l'absence de douleur. Ben non, c'est pas ça, tu sais. Ça se peut que toi, la même douleur à l'épaule, le petit pinch en avant, ce soit de relaxer ton trapèze, puis il y en a que c'est l'omoplate. Ben, tu sais, il faut qu'on teste les deux pour voir lequel qui fait la différence. Mais même quand on avait reçu, tu sais, ça fait un bout, là, on avait reçu 2 physios ici, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, c'est vrai, t'es un fan depuis le jour 1, toi, tu l'as sûrement écouté aussi. Mais tu sais, moi, il avait dit quelque chose à amener que j'avais fait, genre, OK, fait que dans le fond, on sait rien, là. Tu sais, il avait comme dit, c'est que t'as une douleur à une place, puis peut-être que c'est une douleur référée, que genre là, finalement, tu sais, le concept de douleur référée, que là, t'as mal à l'épaule, mais finalement, c'est parce que dans ton genou, genre, il y a quelque chose qui se passe, puis là, c'est comme, OK, fait que, dans le fond, à quoi ça me sert d'essayer de, comme, trouver la source de whatever, alors qu'au final, chaque fois que j'ai eu des blessures dans ma vie, tu sais, je pense pas que je peux me dire pourquoi c'est revenu, à part le fait que j'ai arrêté pendant un petit bout de faire ce mouvement-là où j'ai genre arrêté de courir pendant 2 semaines, puis après ça, c'est revenu. Parce que c'est quoi, dans le fond? C'est-tu ma cheville ou bien c'est parce que j'ai mal au lombaire, là, tu sais? Ouais, vraiment. Puis honnêtement, il y a un aspect clé de Loop autour de la nutrition au niveau justement de... Puis tu sais, ça, de plus en plus en recherche, c'est documenté, mais c'est, comment on appelle ça, la médecine de précision / englobe la nutrition de précision, qui est comme le concept de prendre en considération qu'un humain est complètement unique dans sa génétique et dans sa réponse aux interventions, mettons, et dans sa réponse à ce qu'on peut lui donner comme recommandation nutritionnelle, puis de faire de la recherche de solutions en fonction de ces différences-là ou en prenant en compte ces différences-là. Fait que, mettons, souvent dans la liste de différences qu'on dit qu'on prend en compte, c'est génétique, le microbiome, puis toutes des affaires qui sont extrêmement différentes d'une personne à l'autre, puis qui vont influencer cette réponse-là. Ben, dans la nutrition de précision, un peu comme dans la façon dont les physios travaillent, ben, c'est de se dire, chaque fois que j'ai quelqu'un devant moi, des fois que c'est par un problème, mettons, j'ai des selles liquides depuis longtemps, blablabla, fait que je fais face à un problème, je cherche une solution, c'est de pas considérer qu'il y a une seule réponse à ce truc-là. Il y en a probablement plein, puis c'est de pas prendre ça pour acquis dès le départ qui va t'aider à arriver à quelque chose qui va l'aider au final. On se rend compte avec la recherche que les gens sont plus différents l'un de l'autre qu'on pensait. Ben oui. Okay. Puis aussi que c'est plus utile de faire de la recherche, par exemple, mettons, je sais pas moi, on veut tester une façon de manger sur les êtres humains, mais quand tu analyses tes réponses à la fin, fait que tu sais, la réponse de chacune des personnes à l'intervention, de pas dire, bon ben globalement, quand je regarde tout le monde égal, il y a pas de différence, versus de dire, OK, je vais regarder chez ceux qui ont répondu comme il faut, c'est quoi la différence avec les autres, puis d'essayer de trouver, OK, ben peut-être que dans le fond, cette intervention-là fonctionne pour certains types de personnes, que ce soit au niveau de la personnalité, que ce soit au niveau génétique, que ce soit au niveau du microbiote. Fait qu'à chaque fois que tu fais une étude, maintenant, on veut prendre en compte le volet génétique, on veut prendre en compte le volet microbiote, on veut prendre en compte le volet comportemental pour qu'on puisse, après ça, stratifier les réponses, les répondants selon ces données-là, tu sais. C'est probablement une des raisons pourquoi c'est aussi difficile que ça d'avoir des études massives sur des diètes ou sur des... quand j'ai diète, là, sur des c'est bon, c'est le bon mot. On recherche le bon mot, c'est diète. ça. Sur des diètes différentes, là, tu sais, comme c'est vraiment quasiment impossible parce qu'en plus d'avoir la complexité qu'on avait déjà parlé avec Benoît Arsenault de suivre des gens sur une très longue période de temps qui ne dérogent pas d'une dite diète, mais en plus, si
mettons que tu réussis à suivre ces gens-là sur 20 ans, puis à tracer leur historique de maladie ou leur historique de nutrition, mais si en plus, dans cette gang-là, il n'y a personne qui répond pareillement à la diète en question, ben ça devient impossible de traiter les données puis d'arriver à un consensus final. Tu sais, on parlait hier à Mathilde qui travaille avec nous, qui, elle, quand elle a été végane, parce qu'elle l'a été pendant un bout, ben, elle s'est mise à perdre des cheveux, elle s'est mise à genre vraiment pas filer, puis c'est comme, OK, moi, j'ai pas du tout cette réaction-là, même si j'ai commencé à perdre des cheveux quand je suis devenu végane, mais je pense que c'est probablement des raisons autres que ça. Il y a plein d'affaires qui sont arrivées en même temps que le moment que je suis devenu végane, mais fait que là, mes cheveux sont repoussés, puis je suis d'ailleurs encore végane. Mais fait que si elle, ça a eu cette réponse-là, moi, ça n'a pas été cette réponse-là du tout. Puis, fait que c'est deux à une diète qui est semblable. En recherche, il y a autant d'importance mise à les méta-analyses ou, mettons, les regroupements de plusieurs études. Parce que même quand on prend le top de l'échelle, fait que les randomized control trials, les études randomisées contrôlées, fait que c'est vraiment le principe d'aller faire vivre à des êtres humains quelque chose puis les regarder dans un environnement contrôlé. Fait que réellement voir l'effet de ce qu'on regarde versus une étude populationnelle où tu regardes une population, on regarde leurs différences, puis après ça, on regarde l'effet que ça va avoir. Fait que c'est sur un beaucoup plus grand nombre. Ouais. C'est pour ça qu'on a besoin d'une multitude de ce type d'études-là et non juste un type et non même juste une seule étude pour arriver à des conclusions. C'est hyper important d'en avoir plusieurs. Puis c'est pour ça que c'est autant haut dans l'échelle, les méta-analyses, parce que dans le fond, ça regroupe plein d'études, ça reprend les données qu'on est capable de mettre ensemble, puis ça refait des analyses avec ces nouvelles données-là mises ensemble. Fait que c'est pour ça que c'est autant important là, de mettre ça de l'avant. Là. Non, j'allais dire justement, tu sais, les études populationnelles, je lisais l'autre jour un article, c'est un chercheur qui disait, tu sais, c'est les zones bleues qu'on appelle, je pense, les zones où est-ce que, tu sais, il y a vraiment beaucoup de gens centenaires, tout ça, fait que là, on se dit qu'il doit y avoir quelque chose dans leur alimentation, dans leur façon de vivre, qui marche, qui est bon, puis là, lui, il a comme creusé un peu plus ça, puis s'est rendu compte, dans le fond, les données sur lesquelles on se base sont souvent vraiment erronées, là, puis il y a plein de zones, justement, que, tu sais, dans le fond, justement les avis de décès ou tu sais sont juste pas à jour, sont juste un peu tout croche, fait que genre dans le fond les données sur lesquelles on se basait en se disant hey, ces populations là sont vraiment beaucoup de centenaires, c'est comme les chiffres sont juste pas bons. Ah ouais, hein, fait que ça serait de la bullshit les zones bleues. Ah non, ça l'est quand même pas mal. Puis tu sais, ça part de notre envie de trouver quelque chose de différent chez les gens minces là, fait que la culture des diètes et compagnie là, mais ça part de ça là, cette envie là de dire hey, là-bas ils sont tous minces, c'est quoi qui explique ça, tu sais, puis là on veut trouver une raison. Fait que quand tu as une intention derrière quand tu regardes des données qui existent déjà puis que tu as une intention de trouver quelque chose, tu vas trouver quelque chose tout le temps. Ouais, ça c'est classique là. Puis tu sais, en analyse statistique, souvent quand mettons tu pousses loin là, les vraiment bons chercheurs qui font ce type d'analyse là, plus, là, je ferai pas l'explication technique, mais plus tu vas comme chercher, faire des essais. Fait que, mettons, je prends une hypothèse, je check dans les données si ça répond à mon hypothèse, ça répond pas ou ça répond. Chaque fois que je fais un essai, une tentative, le P significatif, fait que ce qui va permettre de dire qu'il y a une différence entre deux choses, va devenir de plus en plus petit, de plus en plus sévère. Fait que c'est comme de dire que si je regarde une banque de données puis je fais 1 milliard d'essais, ben c'est sûr que je vais trouver quelque chose. Mais si je fais 3 essais, il y a bien moins de chances que je trouve de quoi. Fait que, en statistique, on est capable de prendre ça en compte, le fait qu'on peut essayer à l'infini dans des bases de données, des tentatives, puis finalement d'avoir des vraies conclusions, puis pas juste des conclusions random, aléatoires. Fait que tu sais, ces études-là, il y en a plein qui ne le faisaient pas, ça. Puis à un moment donné, dans un podcast, Benoît Arsenault, il expliquait ça, de dire que les analyses statistiques des études qui sont citées, sont quand même de basse qualité ou sont quand même faites un peu juste comme de premier niveau, là. Il y a du monde qui vont prendre ces études-là, qui peuvent les pousser bien plus loin, puis faire comme, dans le fond, tu as trouvé quelque chose parce que... Tu cherchais quelque chose. Dans la botte de foin, si tu vas à coup de 1 milliard tentatives, tu vas trouver l'aiguille. C'est comme... Puis après ça, tu sais, t'as le gars qui a fait le documentaire, il a écrit un livre sur les zones bleues, justement, puis il a fait un documentaire sur Netflix, puis après ça, c'est qu'il va dans les zones bleues, puis
il cherche quelqu'un qui est vieux puis qui a comme des bonnes habitudes de vie. Qui a vécu jusqu'à ça. C'est ça. Après ça, ce qui en ressort, lui, il dit voici ce que j'ai découvert dans mes Il recherches. marchait à tous les jours. Puis c'est que, tu sais, tout ce qu'il a découvert, c'est comme, il mangeait beaucoup de végétaux. Il était dans des villes européennes avec des côtes, fait que les personnes marchent pour aller voir leurs amis. Puis le social, fait que tu n'as pas une dégénérescence cognitive. Tout ça, c'est vrai. Là, non, c'est ça, exact. Mais c'est quand le monde essaie de faire comme, là-bas, il déjeune pas, il jeûne. Fait qu'on faut jeûner pour être en santé puis vivre longtemps. Ouais. Ça, c'est pas une preuve que le jeûne améliore la longévité. Là. Ça, c'en est pas une. Fait que la diète méditerranéenne, là, c'est pas nécessairement meilleur que n'importe quelle autre. Là. Mais c'est quand même bien démontré dans la littérature que c'est pas pire. Parce que justement, ils ont, à la place de juste regarder des études populationnelles, les études de randomisées contrôlées, eux autres voient des différences quand même. Ça, c'est quand même fort, honnêtement. Là. Puis c'est la raison pourquoi, quand tu regardes, mettons, certains aspects des consensus scientifiques au niveau de l'alimentation, genre les fibres, les gras polyinsaturés, comme l'huile d'olive, les choses de même, on retrouve, ou le poisson, on retrouve ça dans la diète méditerranéenne. T'sais. Fait que c'est-tu la diète méditerranéenne qui est bonne? C'est-tu ce qu'il y a dedans qui fait qu'on... Puis là, on est capable de le démontrer par la suite. Il y a tout C'est ça, c'est que la diète méditerranéenne contient beaucoup de choses. Répond aussi à des critères qu'on connaît déjà, qui sont... lié à la santé, à une bonne alimentation et à la santé. Chose certaine, en tout cas, je sais que juste ça, c'est observationnel. Puis quand on parle du poids, parce qu'on parle du poids, on va pas sûrement parler du poids ici. Le mot en P. Mais c'est drôle. Chose certaine, c'est que pour être là, c'est la première fois de ma vie l'année passée que je passais quand même beaucoup de temps en Europe. Puis la différence des corps est majeure entre l'Amérique du Nord puis l'Europe. Puis ce qui peut nous amener vers la conversation autour de la génétique puis du poids qui aurait pratiquement pas d'impact avec notre alimentation, mettons. Mais il y a clairement quelque chose dans la vie qu'on fait en Amérique du Nord qui a un impact sur le poids de la population versus en Europe. T'sais. C'est lié aux habitudes de vie principalement, j'imagine, mais est-ce qu'il y a de la nutrition dans tout ça aussi? Chaque fois que je vais à Paris, je me pose la même réflexion. Je suis comme, ils déjeunent avec des pains au chocolat. Ah man, en Espagne, le monde mange énormément. C'est sûr. Man, le matin, là, c'est les 3 C, le café, croissant, clope. Les matins, man, tu vois du monde caca. Après ça, c'est le caca, c'est à la fin. Là. Mais du monde, c'est terrasse, man, croissant, café, qui fume une top, man, il est 7 heures du matin. Bon matin. Ils sont minces. Ils ont des corps minces, puis des personnes âgées là, qui ont des corps super minces. Ça, c'est la preuve aussi que c'est pas parce que t'es dans un corps mince que t'es en santé. Que t'es en santé, mais ça, je sais même pas si t'es en santé, mais que t'as des bonnes habitudes de vie. Sûrement, au moment où est-ce qu'on se parle, beaucoup de personnes qui se réveillent le lendemain de veille, des filles au shaker qui ont fait de la coke toute la nuit. Là, qui sont dans des corps minces. Ils sont grosses comme mon petit doigt. Là, ça, c'est une base. Mais il y a un truc intéressant que je vais amener dans ce que tu as dit, c'est que quand on parle de génétique, souvent on pense à j'ai des cartes à jouer qui vont se manifester dans ma vie, peu importe ce qui arrive. Fait que je peux rien faire pour ça, etc. Mais comme c'était voué à... la génétique, c'est vraiment dans ta plus génétique. Compliqué. C'est vraiment plus compliqué que ça. Au final, puis je ne rentrerai pas dans tous les détails de la génétique. On peut creuser quand même parce que c'est intéressant. Mais il y a un aspect fort que c'est le lien gène-environnement qui est vraiment comme le principe des switches, comme des interrupteurs. Fait que ton bagage génétique, c'est le nombre d'interrupteurs que tu peux avoir sur certains sujets ou domaines. Puis une de ces interrupteurs-là, où c'est représenté par des milliers d'interrupteurs, mais on va dire qu'il y en a un qui est l'obésité. Dépendamment de ton environnement, cet interrupteur-là va être allumé ou non. Fait que 2 personnes qui ont l'interrupteur de l'obésité, de l'hypertension, de maladies cardiovasculaires, de plein d'affaires, l'interrupteur peut représenter quasiment n'importe quoi. Ton environnement, fait que je sais pas moi, au final, ton environnement alimentaire, t'es-tu dans un désert alimentaire entouré de fast-food, entouré d'épiceries, t'es-tu capable de bouger proche, t'as-tu des installations sportives, c'est tout le kit, là. Ça va déterminer oui ou non si ton interrupteur va être allumé ou pas. Mais il y a des gens qui l'ont pas, cet interrupteur-là. Fait que peu importe peu importe quasiment l'environnement alimentaire qu'ils vont avoir, ils peuvent être en mauvaise santé parce qu'il y a d'autres interrupteurs dans l'équation. Mais mettons, celle du poids ou celle de l'obésité,
elle sera jamais switchée parce qu'elle n'existe pas. Tu sais. Mhm. Fait que là, il y a comme une différence génétique dans nos cartes de base, puis aussi une différence environnementale De comment qui a cette un génétique-là effet se- sur la génétique. Ouais, je Fait qu'au comprends. final, c'est tellement plus complexe. Puis c'est aussi pourquoi c'est autant important de parler d'environnement alimentaire. Ouais. C'est autant pourquoi la nutrition publique, de santé publique, c'est important. Tu sais, quand on regarde une population, de se dire, OK, l'obésité augmente partout dans le monde, l'obésité augmente au Québec avec les comorbidités reliées à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben oui, là, on peut commencer à recommander des diètes, etc. aux particuliers, mais c'est pas comme ça qu'on va avoir le meilleur impact. Tu sais. Fait que, au final, en jouant sur l'environnement des gens, puis l'environnement au Québec, puis l'accessibilité à plein d'affaires, on peut même jouer sur, finalement, l'expression génétique de ces gens-là. Puis, j'ai rajouté même un autre truc, mais dans un congrès récemment qu'on a eu, il y a un grand chercheur en génétique qui présentait des données qui venait le vulgariser vraiment bien en disant, en ce moment, il y a une augmentation comme de l'IMC moyen ou l'IMC global à travers la planète, mais mettons même au Canada. Puis cette augmentation-là, c'est pas nécessairement tout le monde qui a une augmentation de leur IMC. C'est comme si tout le monde qui a l'interrupteur est plus souvent allumé qu'autre chose. Alors qu'avant, il y avait probablement autant de monde qui avait cet interrupteur-là de la génétique de l'obésité, mettons, mais à cause d'un environnement différent, ou des pratiques ou des coutumes différentes dans les années antérieures, c'était moins souvent allumé. Tu sais, l'accessibilité à la bouffe en est un, par exemple. Tu sais. Ça fait réfléchir quand même, parce que c'est pas de dire il y a une épidémie d'obésité. Non, il y a comme une genre de... Il y a une épidémie d'allumer l'interrupteur. Chez les gens qui ont cette condition génétique-là, ben, ils vont avoir plus de chances de devenir obèses maintenant dans le monde dans lequel on vit, mais c'est pas... Ça touche pas techniquement tout le monde. Ça touche pas tout le monde égal, en tout cas. Ouais. Je comprends. C'est intéressant, le concept d'environnement alimentaire. Là. Ouais. Puis de comment... Est-ce que... Parce que là, ça, c'est d'un point de vue de santé publique, de santé de la société, ou est-ce que nous, on peut regarder... OK, pourquoi est-ce que l'environnement nord-américain fait que ça va activer, pour garder la comparaison de l'interrupteur, pourquoi est-ce que l'environnement nord-américain va activer cet interrupteur-là chez plus de personnes qu'en Europe, par exemple? Ouais, exact. Fait que ça, on peut se poser la question, puis j'imagine que la réponse doit tourner autour de plein de raisons, mais principalement de la façon avec laquelle on se nourrit, des éléments ultra transformés. Puis justement, là-dedans, il y a des facteurs autre que juste la volonté des individus, c'est ça, justement. exact. Souvent, c'est culturel. Le déjeuner, on mange pas tout pareil au déjeuner. Même chose pour la fréquence des repas. L'organisation de notre journée de travail, par exemple. Il y a des gens qui vont plus travailler partout dans le monde, donc moins prendre le temps de manger. C'est tellement multifactoriel quand on parle justement d'impact de l'environnement sur notre poids que... Au final, on peut faire plein de suppositions, puis il y a plein de chercheurs mieux placés pour le faire, mais on arrive souvent aussi à qu'est-ce qu'on pense être le classique, là. Consommation de fruits et légumes, activité physique, les transports actifs, la façon dont les gens se déplacent dans une ville, c'est toutes des choses qui ont des beaucoup de voitures à Madrid, là. Non, c'est ça, beaucoup exact. de monde qui marche, là, puis c'est des... Il fait tout le temps beau, tu l'as dit souvent, mais ça donne bien plus le goût de bouger. Il y a tellement de facteurs. Puis même, en tout cas... Le matin, c'est moins crissant qu'à matin, mettons, quand tu sors de chez vous, il fait moins 16, c'est le blizzard, man. T'es comme, bon, mais c'est quoi, je vais-tu sur le tapis roulant, genre, faut-tu je me déplace au gym dans la tempête pour aller faire du tapis roulant à place de, c'est l'été, tu sors de chez vous... Tu mets tes running shoes, puis tu vas jogger 5 kilos, puis ça fait juste bien commencer ta journée. Là. Je te garantis que quelqu'un qui va courir 5 kilos un matin, ça commence pas bien sa journée. Là. En arrivant chez vous, t'es bien, mais en partant, man, c'est 25 minutes de marde. 30 minutes qui sucent. Là. Fait que dans le fond, ce qu'il faut essayer de travailler, d'améliorer, c'est donner les outils au monde pour améliorer l'environnement du monde pour qu'ils puissent prendre plus facilement des meilleurs choix, genre? Il y a deux façons de on va dire, prévenir l'obésité. Puis là, je vais mettre même un bémol. Quand je parle d'obésité, là, je parle pas juste, mettons, d'un IM100 au 30. Puis en recherche, maintenant, c'est hyper courant. Puis Santé Canada l'a comme bien statué aussi, là. Quand on parle d'obésité comme étant la maladie, c'est associé à des problèmes de santé XY. On appelle ça des comorbidités reliées au poids. Mais le poids seul... sans comorbidité, c'est pas une maladie ou un... Non, exact. C'est pas une maladie, puis c'est pas ça l'obésité dans notre définition. Okay? Puis dans toute la discussion, ça va être intéressant
comme nuance. Mais fait Ouais. à partir de maintenant, c'est de ça qu'on parle. Là. À partir de maintenant, c'est tout le temps ça. Puis même dans la vie de tous les jours, on devrait quand même continuellement avoir cette optique-là de genre, OK, si c'est pas associé à certaines comorbidités, ça devrait pas être la maladie d'obésité. Probablement que tu peux te définir comme vivre dans un corps gros pareil, là, on s'en fout, là. Comme dans quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est petit. Mais quand justement c'est associé à des problèmes de santé, ben là, justement, souvent, ça va être relié à l'excès de poids qu'on pourrait avoir. Puis là, on peut parler d'obésité au final. Je sais plus où je m'en allais par contre avec ça. C'était Je quoi le t'avais début? demandé, Ah oui, dans le fond. il y a deux façons. Ouais. Il y a deux pans sur lesquels on peut agir quand on veut prévenir l'obésité. Il y a l'aspect comme environnemental, puis là-dedans, il y a l'aspect individuel. Mais dans l'aspect environnemental, il y a justement plusieurs facteurs. C'est l'environnement bâti, fait que tu sais, vraiment physiquement l'environnement. Mais il y a l'environnement aussi culturel, l'environnement social qui va avoir un impact sur nos changements alimentaires, la façon dont aussi on va adresser nos changements alimentaires. Fait que, tu sais, c'est quoi la mode, c'est quoi les tendances en nutrition, ces choses-là. Puis là, quand on parle d'individuel, c'est comme un autre pan qui s'ouvre complètement, tu sais. Parce que là, l'individu que j'ai dans mon bureau ou notre 1v1 qu'on parle de nutrition pour tes résolutions 2025, mettons, ben, je vais pas te dire de construire une épicerie fine à la place d'un McDo dans ton quartier. Je vais pas te parler de... Tu devrais peut-être déménager pour changer ton code postal puis aller dans un endroit où il y a plus de... Tu devrais t'éloigner du métro d'à peu près 2 km. C'est ça. Fait que, tu sais, au final, nous, les cliniciens, puis tous ceux qui sont pas en nutrition publique, ben on s'en sert. Pas qu'on s'en sert pas, mais on le garde en tête quand on évalue quelqu'un, mais reste quand même que c'est pas quelque chose sur lequel on va agir avec un individu, tu sais. Parce que, tu sais, mettons, je comprends aussi, tu sais, quand on parle de désert alimentaire, quelqu'un qui habite dans le Grand Nord, que, genre, Ça, c'est comme l'extrême, là. Ouais, c'est ça, tu sais, que les fruits et légumes, c'est ultra cher, puis que c'est juste des mauvais choix. Puis, mais tu sais, mettons, à Montréal, il y a l'option des mauvais choix est accessible, l'option des bons choix est accessible quand même aussi. Il y a des fruiteries avec des fruits et légumes pas chers partout. Ouais. Tu sais, moi, j'ai recommencé à nager en novembre-décembre, je me pointe là. Personne ne me demande rien, c'est gratuit. Je vais nager, mais on est 4 dans la piscine. Ouais. Tout le monde a accès à ça, mais genre, on n'est pas beaucoup à y aller. Fait que, tu sais, après ça, il y a de quoi dans... Environnement social. Environnement social. T'sais, mettons, ta famille, est-ce qu'elle nageait? Est-ce que tes parents y allaient à la fruiterie ou y allaient au fast-food? C'est tout ça, là, finalement, l'environnement. Ça, ce que tu décris, c'est l'environnement bâti. Mais quand ils parlent en nutrition, de santé publique, d'environnement, c'est plus que ça. Justement, l'environnement culturel en est un qui est comme plus difficile à saisir. Mais justement, je sais pas, moi, j'ai pas le goût de donner d'exemple que je connais mal, mais tu immigres quelque part, puis tu arrives au Québec, ben tu n'as pas les mêmes habitudes alimentaires que les gens comme nous autres qui ont grandi ici, puis que nos parents avaient des habitudes culturelles complètement différentes, genre de déjeuner ou genre de... tu sais, mettons, je sais pas, moi, ma mère, un des plats que j'aime full qu'elle fasse, on va dire, c'est la soupe au pois. C'est complètement faux, je déteste la soupe au pois. Mais mettons que c'était ça, ben c'est pas pareil dans un pays où que la soupe au pois, ça existe même pas, finalement. Là, il y a tout cet environnement-là aussi qui va dicter. Tu sais, peut-être la natation, pour certaines communautés, c'est pas un sport, là, c'est juste comme genre... tu vas dans l'eau se baigner, genre, tu sais, c'est pas une activité physique. Fait qu'eux, voir une piscine municipale, ils sont comme... c'est enfermé en dedans, puis ils vont se baigner. Il me semble, d'habitude, tu te baignes quand t'as chaud. Qui se baigne l'hiver? Il y a vraiment plus que l'environnement bâti. Tu sais, même juste l'exemple de la piscine, c'est drôle parce que avant-hier, j'étais allé nager à Gatineau, puis après ça, j'ouvre Instagram, puis là, tu sais, moi, je sortais de la piscine, j'étais comme, ah, wow, tu sais, quel bon feeling, genre, c'était le fun, j'ai aimé ça, genre. Puis là, j'ouvre mon sel, puis là, c'était Alanis Desilets qui posté une photo de piscine, puis tu sais, c'est que l'année passée, elle a fait une prep pour le demi-Ironman de Tremblant. Puis là, elle a juste posté la piscine en écrivant PTSD, genre, dessus. Elle a fait, finalement? Ouais, sauf que malheureusement, pour elle, ils ont annulé la natation à cause qu'il faisait pas assez beau. Mais genre, juste écrit PTSD avec la piscine, tu sais, fait que notre expérience de... Comme, ce que toi, tu dis de genre, on était juste 4 dans la piscine, puis c'est accessible à tout le monde, c'est comme, ouais, mais nous, genre, nous, c'est dans nous de faire de la natation. Là, fait que l'environnement social, j'avoue que c'est une grosse partie, tu sais. Moi, j'ai des amis qui sont veg, qui font pas de sport, mais genre, zéro sport. Puis, étant donné que c'est un écosystème qui font zéro sport, c'est comme, c'est normal qu'on fasse pas de sport, tu sais. Alors que pour nous, puis nous trois, en fait, c'est comme,
impossible de pas faire de sport. Une là, tu sais. activité de fin de semaine là, pour vos parents, là, ça doit être d'aller faire du ski de fond, ça doit être d'aller marcher au minimum. Tu sais. Ouais. C'est Ouais. pas genre prendre un café quelque part assis. Tu sais, il y a Non, comme, c'est ça. l'un est pas meilleur que l'autre, mais au final, on a quand même genre grandi là-dedans puis eu Ouais. ça comme exemple sans arrêt. Là, tu sais. Fait que c'est tough. C'est pour ça que c'est tough pour nous Ouais. de bien comprendre quelqu'un qui a des moins bonnes habitudes de vie. Ouais, vraiment. Parce que depuis que je suis tout petit, que, mettons, ma mère a cuisine diversifiée, Ouais. que aussitôt que je suis rentré au secondaire, elle m'a fait faire 1 à 2 repas par semaine pour la famille au complet. Fait que j'ai appris à cuisiner. Ouais. Après ça, ils m'ont fait faire du sport. J'ai fait du sport avec mes sœurs, avec mes parents depuis que j'ai 3 ans, depuis aussi longtemps que je me souviens. Fait que, tu sais, alors que si tu te mets dans la peau de quelqu'un que ça n'a jamais été ça, ben c'est même pas... en fait, je pense que je suis même pas capable Non, exact. de comprendre. Fait que Mhm. c'est... De juger ça, c'est encore pire. Encore parce que pire. tu juges quelque chose que tu comprends fuck all. là. Encore, ouais. Fait que, Mais ouais, c'est ça. Mais il faut quand même faut quand même le dire dans Ouais, l'espace qui brise public. ce cycle-là pour d'une dire certaine c'est façon, quoi des bonnes habitudes de vie pour Vraiment. que ces gens-là l'entendent puis puissent commencer à implanter ça. Ouais, Vraiment, pour mais briser la chaîne, rajoute à ça. Tu sais, là, depuis tantôt, on parle même pas encore de niveau socio-économique. là. Ouais. Ouais, ouais. Mais dans tout ce qu'on a nommé, si on fait une association avec les maladies puis l'obésité, genre comme je parlais tantôt, Ouais. c'est le niveau socio-économique qui est le plus fortement Qui est associé. là. le plus fortement. Juste ouais. comme combien tes parents font à Ouais. l'année. Là. Ouais, ouais. Quand C'est tu fou, ça nais, aussi, là. combien tes parents font dans, Ouais. dans cette espèce C'est de c'est crazy de se loterie dire ça aussi. génétique là. que tu as eu. Puis tu sais, ça va avoir un impact sur toutes les switches qu'on parlait tantôt. Fait que tu sais, au final, c'est, comme tu dis, super dur à comprendre la réalité de. Puis c'est pour ça qu'il faut comme, genre, oui, justement, entre guillemets, aider tout le monde à embarquer dans le bateau, mais à des niveaux vraiment différents. Tu sais, la personne qui va écouter un podcast de nutrition, d'ultra-endurance, super niche, ben, c'est vraiment pas la même personne qui essaie de juste comme ramener les deux bouts, puis qui sait même pas c'est quoi un podcast. Là. Ouais. Puis tu l'as probablement quand tu nous demanderais, la mère, genre mettons une mère ou un père monoparental qui arrive et te demande c'est quoi ta job, tu te dis je fais des podcasts, serait comme... Ouais, Fait que, tu sais, on ouais. est loin d'écouter un podcast pour améliorer C'est ses ça, elle est habitudes. pas dans Ouais. l'ultra-performance, c'est dans la genre... Genre, qui est 120 grammes de survie, glucides à l'heure sur son treadmill. C'est comme ça. On n'est pas là. là. Ouais, fait que, tu sais, faut que le message, il y en ait plusieurs, premièrement, pour qu'il Ouais. soit adapté à chacun de ces niveaux-là, mais qu'il soit compréhensif aussi de... Ben, gars, c'est vraiment pas juste une question de volonté, cette histoire-là. Ouais, c'est ça, Puis exact. ça va nous amener à parler à justement les 2025, Ouais. là, tu sais, le début d'année. Là, Ouais. je sais pas si on sort ça. Ça On va va sortir dans on va 2 sortir- semaines, genre? On va sortir Ouais, fait qu'on va être rapidement, là. encore On va dans être ce encore temps-là. en janvier. Ouais, c'est ça. Hopefully, le monde a encore tenu leur résolution. Ou dis-moi, ils vont, si ça a déjà chié, ils vont Ouais. savoir pourquoi. Ouais, exact, exact. Ouais, ben justement, toi, dans ta pratique, le début janvier, c'est-tu comme un moment fou, crissement buzzé parce que les gens font genre... Ils veulent justement prendre des résolutions puis changer leurs habitudes de vie, de nutrition? Je dirais que oui. Puis tu sais, c'est encore plus... mettons, nous autres, puis les entraîneurs personnels, Ouais. là, c'est le moment. Là. Ouais. Mais tu sais, je dirais que en mars aussi, quand même. J'ai l'impression qu'en mars, ou c'est peut-être parce que c'est le mois de la nutrition aussi, là, mais il y a comme un côté que ces 3 mois-là, là, c'est nos vraiment plus chargés à ce niveau-là, où la demande est la plus forte. Mais comme tu dis, c'est probablement justement relié à juste comme l'envie de faire des gros changements post-début d'année. Mais honnêtement, début d'année, au contraire, les gens ils ont un peu peur d'aller consulter tout de suite. Parce qu'ils sont un peu en mode « Ah, j'ai fait des erreurs durant mon temps des fêtes. Je veux me donner le temps d'être bon avant de... » Ce qu'il faut qu'un sens. Là, Ouais. Nous autres, on veut t'aider dans tes pires journées, pas dans tes meilleures. Là. Ouais. Mais au final, c'est Comme comme les un 2 peu... semaines avant d'aller chez le dentiste, tu te brosses les dents, Comme puis un- tu te passes la soie dentaire à toutes les 2 Trois semaines, fois t'es par fin. jour. Là. Moi, Trois ça fois serait les par jour, là. les 2 heures avant. Là. Ah ouais. Mais c'est pareil, puis c'est ma affaire que les gens qui commencent le CrossFit, puis qui disent « Ah, je suis pas encore assez en forme pour faire du CrossFit. » Non, le but, c'est de t'amener à bien te sentir et à être en forme. Là. Fait que tu sais, tu peux partir d'à peu près n'importe où puis être correct pour le faire. Tu sais. Même affaire pour n'importe quelle activité physique. Fait que tu sais, oui, mais pas au début. Au début, c'est comme encore en mode... ils t'écrivent en message privé, puis c'est comme « Ah, je vais prendre rendez-vous. » Tu sais, « Ah, je vais prendre des renseignements sur les services. » Fait que c'est pas encore Ouais. la débandade. Mhm. Puis, Mais juste l'idée de se dire, OK, le début d'année, là, je prends des bonnes résolutions. Juste l'idée de vouloir faire ça, c'est-tu bon en soi? J'aimerais ça que tu me dises, toi, qu'est-ce que t'en penses?
Ben, moi, Avant que je te dise ce que moi j'en pense. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que se donner des objectifs, puis se donner des choses à améliorer, faire un genre de bilan, ça, je pourrais améliorer ça, pour moi, c'est tout le temps positif. Là, je veux dire, dans la vie, puis venant du sport, fonctionne avec des objectifs, fonctionne avec des buts, puis avec... mais après ça, aussi longtemps que ces objectifs-là sont réalistes. Là. Puis là, de dire, OK, ben là, je me suis jamais entraîné, puis là, je m'entraîne 7 jours semaine, puis genre là, je change tout, puis que je prends pas des moyens concrets pour faire de l'espace dans ma vie pour ça. Fait que là, c'est comme, OK, je vais commencer à m'entraîner, mais t'as déjà pas de temps. Fait que là, c'est comme, tu n'auras pas plus le temps pour t'entraîner. Il faut que là, si tu veux ajouter une nouvelle affaire, il faut que tu tasses autre chose aussi, il faut que tu le prévois dans ton affaire. Fait que tu sais, pour moi, ça vient aussi avec de l'organisation, puis ça vient avec, genre, commencer peut-être plus conservateur, mais de le tenir sur plus longtemps, plutôt que de dire, là, je fais un grand changement, puis que là, après 2 semaines, t'es comme genre... C'est ce que j'associe entre une bonne puis une mauvaise résolution, parce que ma réponse à moi, mettons, là, que c'est vraiment de dire, ben, il y a des mauvaises façons de faire des résolutions, puis il y a des bonnes façons de faire des résolutions. T'sais. Puis mettons que le mot résolution, même, moi j'aime ça l'associer à quelque chose de précis qui est pas faire un marathon, qui est pas me rapprocher de ma famille, qui est pas passer du temps avec ma blonde. Tu sais, à un moment donné, justement, ils vont trouver ça drôle que je parle de ça, mais au gym, il y avait une discussion autour de c'est quoi vos résolutions 2025, tu sais. Puis là, c'était comme, moi, c'est d'être plus fort. Moi, c'est de courir le marathon telle date. T'sais. Moi, c'est... Puis l'autre par rapport, justement, c'est de passer plus de temps avec ma blonde ou faire plus de tâches à la maison. Ouais. Ça, c'est trop vague. C'est pas une résolution. Ça, c'est 100% une résolution que soit tu tiendras pas ou que si tu tiens, ça va être un pur hasard. Okay? Ouais. Une résolution, il faut que ce soit SMART. Là, c'est méga têteux, là, mais vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, les objectifs SMART. Non, vas-y. OK, wow. OK, c'est incroyable. Parfait. Non, mais c'est que ma génération, on s'est fait... bombardé de ça au cégep. Là. C'est cap. Puis là, je dis pas qu'on est des générations opposées, là, mais assez pour pas que vous ayez les objectifs SMART. OK? Ouais, définitivement pas. C'était dans éducation physique? Éducation physique. Non, moi, j'ai fait du badminton puis du ski de fond. Bon, rock and roll. S spécifique. Fait que faut que OK, c'est un acronyme. Ouais. Okay. Faut que tu targetes quelque chose de précis. Fait que ça peut pas être juste me rapprocher de ma famille. Qu'est-ce que tu veux faire pour te rapprocher de ta famille? Voir mes parents une fois par semaine. Puis tu vas voir. A, c'est atteignable. Fait que quelque chose... Oh non, M. SM, SMART. Mesurable. Ouais. Fait que est-ce que tu peux le quantifier dans le temps? Donc, le nombre de fois que tu vas voir ta famille, mettons. A, c'est atteignable. Donc, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as le contrôle dessus? Est-ce que, justement... t'as la chance d'augmenter le nombre de fois que tu vois tes parents. On s'entend que oui, là, c'est déjà un bon choix. R, c'est réaliste. Fait qu'est-ce que tu es sûr à 80% de compléter cet objectif-là? 80%, c'est arbitraire, mais c'est ça le... C'est très arbitraire, puis c'est comme ça qu'ils l'enseignent, mais c'est pour dire que faut pas que ce soit acquis d'avance, mais faut pas non plus que tu sois en mode « je me vois absolument pas le faire » puis c'est physiquement impossible. Faut pas que tu aies une chance sur 100 de le faire. Là, exact. Faut que tu aies 8 chances sur 10 de le réussir. Genre, mettons, t'habites maintenant en Espagne, puis là, tu veux voir ta famille une fois semaine. Ça va être complexe, tu sais. Ça, c'est pas 80%. Mettons, moi, je vais aller au CrossFit Games, là, c'est peut-être... Ouais, ben l'étendue de temps va être un petit peu plus long, là. C'est très difficile, voire impossible. Je sais. Puis t'es temporellement défini. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles un marqueur temporel où tu débriefes un peu de « OK, je l'ai-tu atteint, je l'ai-tu pas atteint » ou « je suis rendu où dans cet objectif-là ». Fait que quand tu dis « ma résolution, c'est être plus proche de ma famille », pour moi, ça veut rien dire. Pour moi, c'est de la merde. Là. C'est genre, tu vas pas être plus proche de ta famille. Ta résolution pourra être voir ta famille une fois par semaine, mettons. Ou même, peut-être plus réaliste que ça, même une fois par 2 semaines, mettons. Puis que ça soit un souper que toi-même, tu inities. Bon. Moi, mettons, une de mes résolutions qu'on parlait straight up au début du podcast, fait que full circle, mais de voir un physio à toutes les 2 semaines, ben ça, c'était un objectif, entre guillemets, réaliste pour moi. Puis de me dire, OK, ça va être, je veux le marquer à toutes les 2 semaines. Fait que puis tu sais, je vais à chaque, mettons, 6 mois ou à chaque compétition voir, est-ce que dans les derniers 3 mois, j'ai eu un rendez-vous au moins 2 semaines? Oui, good, parfait. Fait que tu sais, quand tu crées des résolutions de ce type-là, il y a tellement plus de chances que tu l'atteignes que le contraire. Même que la littérature dirait que c'est
proche d'être sûr que tu l'atteins à cause du fameux atteignable réaliste dans l'équation. Fait que tu sais, la façon dont tu montes ta résolution, que tu la dis même en mots, ça vaut cher quand même. C'est ça, puis tu sais, après ça, faut que tu la mettes sur papier quelque part, faut que tu y ailles, sur papier ou dans un ordi, là, mais faut que tu y aies accès, faut que tu reconsultes cette affaire-là, parce que tu sais, c'est d'où l'aspect temporel, Ouais, parce que si tu enlèves le T de cette équation-là, ben c'est juste comme dans le vide, je veux faire un souper par semaine, puis à un moment donné, ça va juste fade out, puis ça va arrêter. Quand il y a un marqueur temporel qui te permet de débrief là-dessus, ben tu vas toujours t'assurer de, OK, est-ce que c'est encore d'actualité, le souper aux 2 semaines? Je sais pas, moi, finalement, j'aime pas ça, finalement, ça m'apporte plus de malheur que de bonheur, finalement, ils veulent pas, ben tu sais, ton marqueur temporel va te permettre de changer cet objectif-là au final, mais tu sais, on parle de résolution, mais c'est pour n'importe quel objectif. Ouais, c'est de ça, voir... Faut que ton objectif ou ta résolution, ça soit des escaliers et non une montagne. La montagne, elle existe. Là. Voir plus ta famille, ça l'existe. Un désir, c'est quelque chose qu'à un moment donné, tu veux peut-être avoir atteint, mais c'est tellement abstrait. C'est comme même courir un marathon, pour moi, c'est la montagne. T'sais. C'est quoi la marche? C'est-tu la première marche de l'escalier? Si tu courir 1 fois semaine, si tu courir 2 fois semaine, si tu des intervalles 1 minute marche, 1 minute course, peu importe à quel niveau t'es, mais ton objectif, il faut qu'il soit smart. Ouais. C'était têteux, ça. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais c'est bon. bon. C'est bon. Puis ça, tu sais, ça, c'est de diviser au-delà des résolutions, de diviser tes objectifs par marche. Toujours. Moi, c'est comme ça que je fonctionnais aussi quand je faisais de la natation. Puis même maintenant, plus récemment, dans ma vie de course à pied, parce que c'est plus facile de l'exposer dans le sport que dans la vie professionnelle, Vraiment. on dirait. Dans la vie professionnelle, c'est comme quand même flou puis complexe. Là, Mais les entrepreneurs le font vraiment bien, ça. Souvent, là, c'est que dans le discours... Ben, non, peut-être pas tous les entrepreneurs. C'est vrai, parce que tu as comme ton objectif lointain, puis là, chaque jour... Oui, mais ça s'illustre mieux dans le sport. Ouais, mais tu sais, des exemples comme tu as donné de voir plus sa famille ou tu sais, on dirait que c'est quand même facile facile que ça soit vraiment flou, puis facile aussi à quantifier. Ouais. Puis il faut pas devenir, tu sais, justement, il y a comme le danger de dire, je sais pas moi, ma résolution de l'année passée, moi, c'était à tous les mois une activité de date avec ma blonde, mettons. Fait que, tu sais, être capable d'avoir vraiment juste nous deux qui compte pas les moments en famille, compte pas les moments entre amis, vraiment juste nous deux, temps de qualité. Puis là, je dis au mois, mais c'était 2 semaines, là. Mais j'ai comme pas voulu avoir la cheap. Là. Mais bon move. Puis J'ai dit aussi 2 semaines, mais c'était aux semaines. Puis au final, j'étais pas en mode genre check. Genre, tu sais, j'étais pas en train de cocher sur mon sel à chaque fois qu'on le faisait, puis en mode, je vais aucunement profiter du moment, je vais m'obliger à être présent. Tu sais, genre, si finalement c'était un lundi puis j'ai skippé le dimanche, on s'en fout complètement là, dans le cadre de cet objectif-là où on doit être un peu plus flexible / profiter du moment, puis des fois c'était 2 semaines back-à-back, puis des fois ça l'était moins, mais le moment temporellement défini où genre 1 fois par mois, je me demande, on a fait combien de dates ou combien de moments, ben ça, je me le forçais pour track back dans le temps. Ah ben tu vois, le dernier mois, j'ai pas été bon sur ma résolution, j'ai pas été bon sur mon objectif de au moins 2 dates, 2 moments juste nous deux. Ben OK, le prochain mois, je vais essayer d'en planifier une tout de suite. Genre, je vais en mettre une à l'horaire, puis tu sais, s'il faut que ce soit une activité que je paye pour que ça m'oblige à le placer, ben je le ferai, tu sais, un resto, une réservation, peu importe. Fait que tu sais, à chaque fois, t'es pas obligé d'être dans l'extrême sportif de chaque entraînement, de noter c'était quoi ton nombre de kilomètres-heure pour ton zone 2, mettons, tu sais. Ouais. Tu peux y aller de façon quand même plus flexible, puis faut avoir, entre guillemets, cette flexibilité-là, parce que même dans l'alimentation, tout ce qui est de type rigide en termes de prise de décision comportementale, ça c'est très littérature scientifique, mais ça mène rarement à du long terme, voire même, j'ai envie de dire, impossible ou jamais. Alors que la restriction plus flexible, qui permet justement un peu d'avoir ce genre de bounce back-là, va te permettre de toffer toutes ces habitudes-là ou ces comportements-là sur le long terme. Tu sais. Mais ça part de la culpabilité que ça te donne d'avoir une restriction rigide. Oui. Mais comment tu fais pour essayer de savoir c'est quoi un objectif ou une résolution ambitieuse versus réaliste? Je te donne l'exemple. Tu dis de quoi de restrictif? Moi, en 2024, je me suis dit je bois pas d'alcool pour l'année au complet 2025. Puis quand j'ai dit pas d'alcool, c'est zéro alcool. J'ouvre pas la porte à aucun alcool. C'était pas... je prends juste 1 à 2 drinks par 2 semaines ou whatever. C'était plus jamais, tu sais. Puis au final, c'est très restrictif. Puis c'est zéro flexible parce que il y a pas de oui quand tu vas au resto, il y a pas de oui quand tu vas chez tes parents, il y a pas d'exception jamais. Puis là, je l'ai fait. Puis
ça s'est super bien passé, puis je suis vraiment content de l'avoir fait. Puis oui, il y a des fois où est-ce que j'aurais aimé ça, mais que j'ai dit non quand même. Fait que comment savoir, tu sais, où est la ligne de comme, je vais prendre une résolution ambitieuse versus je vais prendre une résolution qui est pas facile, mais vraiment atteignable. Tu sais, la règle du 80, comme je te disais, la raison pourquoi j'ai dit c'est arbitraire tantôt, c'est que c'est vraiment tough à... Tu sais, mettons quelqu'un qui dit, hey, moi, ma montagne ou mon objectif... OK, le but, ce serait de courir un marathon, mais le début, est-ce que c'est juste... Est-ce que je me dis, bon, mais là, je vais faire une fois par semaine au début, alors que peut-être que potentiellement, tu serais capable de faire 2 ou 3, puis que tu serais capable de toffer aussi le 2 ou 3. Là, dans le cadre de ton objectif à toi, moi, dans ma tête, il est dans le 80. Parce que, tu sais, est-ce que si de base, tu buvais 12 bières par jour, comme certaines personnes peuvent le faire, ben là, de couper cold, frais sec... pour techniquement, tu vas à l'hôpital straight up, là. Ouais, déjà là. 2 jours plus tard. Ça serait pas dans le 80%, tu sais. Ouais. Si tu buvais une fois de temps en temps de façon sociale, probablement que de ne jamais boire, ça faisait partie du 80. Là, mais ça reste restrictif. Mais ça reste restrictif. Fond, là. Puis là, c'est là m'en vient mon autre point, c'est qu'au niveau de la rigidité de l'objectif, ben la vérité, c'est que couper complètement quelque chose de ta vie, même affaire pour la viande dans le cas du végétarisme, ben techniquement, ça va être pas mal plus dur, voire même impossible à tenir sur le restant de notre vie. T'sais. Il y a beaucoup plus de chances, statistiquement, que tu reprennes une consommation d'alcool un jour, puis que tu reprennes un morceau de viande à maner pour goûter, à cause de cette rigidité-là dans le comportement, versus si tu avais été, entre guillemets, flexible, que là, probablement, tu l'aurais toffé jusqu'à tes 100 ans. Tu comprends la nuance que je veux dire? Mettons, genre, là, tu dis une bière par mois, OK? Puis de façon sociale, quand t'en as vraiment envie, pour toute ta vie, tu vas probablement réussir à le tenir. Ouais. Parce que c'est flexible. Ça veut pas dire que l'objectif rigide il est mauvais. Là. J'ai pas dit le mot mauvais, mais l'objectif rigide va faire qu'il y a statiquement beaucoup plus de chances que tu finisses par amener le briser parce qu'il est tellement rigide, il y a tellement pas de place à l'erreur techniquement que à un moment donné, tu vas te tromper de verre puis tu vas boire une consommation d'alcool, une gorgée, puis là tu vas être comme asti, j'ai brisé la règle. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais je pense pas que si je pense pas que si je me trompais de verre puis je buvais une gorgée d'alcool, je dirais j'ai raté mon affaire. T'es pas rigide. T'es pas le maximum de la rigidité. Tu comprends? C'est un spectre. Là. Le maximum de la rigidité, ça serait si ça touche ta bouche, c'est mal. Je comprends. Ben là, les chances que tu réussisses seraient faibles. Puis plus tu diminues la rigidité. Mettons, ceux qui sont des alcooliques en rémission, que là, ça fait 10 ans, puis qu'eux autres, s'il y a une gorgée qui s'ils boivent de l'alcool, c'est comme ils retombent où est-ce qu'ils étaient. J'imagine que les chances qu'ils n'en reprennent pas sont élevées quand même. Oui. Puis tu sais, là, il y a une condition de santé mentale extrêmement importante dans cette équation-là. L'addiction, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Là, tu fais pas des objectifs smart quand t'es, mettons, alcoolique sévère dans des centres de désintox. Là. Ouais, je comprends. J'ai l'impression que, tu sais, des grandes décisions, tu sais, mettons des choix comme le végétarisme, véganisme, que là, ça devient vraiment éthique, philosophique, que ça devient une partie de toi. Tu sais, c'est plus une affaire de genre, je me starve le matin parce que je veux perdre du poids, là, ça devient qui tu es. Là, un peu, mais il reste quand même que statistiquement, les gens qui vont arrêter de manger de la viande vont finir par remanger dans leur vie. Puis je me pense pas plus fin qu'un autre. Là, moi, ça fait 5 ans que j'en ai pas mangé, mais qui dit que dans 25 ans, je vais voter conservateur, qui dit que dans 25 ans, je vais complètement flip de coin, il se passe de quoi dans ma vie qui me change au plus profond de mon être, ça va. Fait que tu sais, c'est juste dans cette optique-là qu'on parle de rigidité. Puis il faut pas le voir genre en mode je me suis donné des objectifs, genre je sais pas moi, mes propres objectifs de vouloir faire le championnat du monde de CrossFit. Je suis trop rigide dans ma fréquence d'entraînement. Ben non, là, dans le sens c'est volontaire que j'atteigne ce niveau de rigidité-là parce que l'objectif dans lequel je me suis mis dedans puis que j'ai envie d'accomplir par plaisir, ben demande cette forme de rigidité-là. Tu sais, le rigide, c'est ça, le rigide de un et l'impossible de l'autre. C'est pour ça que 80%, c'est la bonne affaire, je pense. Mais j'ai quand même... Suivez-moi dans ma réflexion parce que je suis pas sûr que je l'ai abouti encore dans ma tête. On parle de... Moi, mon problème dans toute cette conversation-là est sur le messaging. Ouais. Puis je trouve que Je trouve que de dire que quelque chose est statistiquement impossible... Presque.
ou oui. presque statistiquement impossible, rend ça vraiment décourageant pour quelqu'un qui aimerait accéder à... Mettons, prenons l'alcool comme exemple, de dire que c'est statistiquement impossible que je reprenne, ou presque statistiquement impossible que je reprenne jamais d'alcool, puis de dire que c'est presque statistiquement impossible que quelqu'un qui arrête recommence pas. Ben, quelqu'un qui voudrait arrêter se dit, Chris, si j'entends partout où est-ce qu'on en parle de dire que c'est statistiquement impossible, fait que, en disant que c'est statistiquement... Parce que j'entends ce que tu dis de dire que c'est statistiquement impossible que dans ma vie, je reprenne pas d'alcool. Ça, je le comprends parce que ça se peut qu'à amener je sois justement à Tokyo dans un bar de ramen avec un ramen épicé puis que je veux une Sapporo genre frette ou un saké tu sais, de haute qualité ou que je sois dans un vignoble quelque part puis que je prenne pas un verre. Je comprends ça que dans ma vie, puis le reste de ma vie, les statistiques disent que je vais recommencer. Mais on dirait que de dire que c'est presque statistiquement impossible d'arrêter de boire de l'alcool, moi, je considère que même si dans 20 ans ou dans 1 an, je reprends un verre de vin, je considère que j'ai quand même réussi à arrêter l'alcool. Ben, pas bu pendant 2 ans. J'ai toujours bien arrêté l'alcool. Puis je dis pas que je l'aurais commencé. Fait que je trouve que le problème, puis on peut peut-être même parler, je pense que Dom, t'en avais parlé un petit peu du clip qu'on a vu passer En fait, c'est toi qui me l'avais envoyé. Là. Oui, c'est vrai. De Bernard Lavallée, où est-ce qu'il dit que perdre du poids, sur le long terme, c'est très dur, voire impossible. Puis, OK, j'entends ce que tu dis, qu'éventuellement, les statistiques disent que tu vas reprendre ton poids, que c'est les diètes restrictives, OK. Mais quelqu'un qui... Tu sais, moi, mettons, sur Upica, on travaille avec un gars qui... Il pesait 320 livres, maintenant il en pèse 175. Il a couru son premier marathon l'année passée. Il a réussi, Esti, là. Il a réussi sa perte de poids. Puis il va-tu reprendre? Probablement qu'il se rendra pas à 320 livres parce qu'il était plus capable de se promener, puis qu'il était malheureux, puis qu'il était... Fait qu'il a réussi. Après ça, est-ce qu'il va reprendre du poids? Est-ce qu'il va retomber dans des habitudes qui sont pas celles de courir un marathon? Peut-être. Mais il a quand même réussi. Mais c'est changer l'attente. C'est changer l'attente. Même au niveau de l'alcool, c'est la problématique, c'est pas les actions que tu as faites pendant les 20 ans où tu n'as pas bu. C'est genre la mentalité de départ de dire moi, c'est terminé, je ne toucherai plus jamais à ce démon, j'en mangerai jamais aucune goutte zéro. Ben, c'est faux, tu sais. C'est probablement faux. Même chose pour n'importe quelle action très rigide, très peu flexible. Ben, c'est comme de dire, de changer le discours de départ un peu à la genre David Goggins, de comme, je ne raterai jamais une journée sans courir. Hey, guess what? C'est cool à dire, là. C'est sexy, c'est nice, c'est un genre clip, ça, là. Mais la réalité, c'est pas ça. Puis ça décourage du monde. D'entendre des gens dire un peu en mode pour être en santé, je coupe l'alcool à 100%. Puis pour le restant de ma vie, je ne mangerai plus jamais de viande, tu sais. Alors tu trouves pas que de parler, justement, ce que tu dis là, excuse-moi de t'interrompre pour rebondir là-dessus, parce que justement, ce que tu dis là, c'est de parler en absolu. Puis de parler en absolu, ça décourage les gens, que tu parles en absolu d'un côté ou de l'autre. Fait que de parler en absolu, de dire « moi, je vais courir à tous les jours, moi, je vais couper complètement l'alcool », peut-être que ça décourage quelqu'un de dire « ah, c'est tabarnak, il est lourd, là, tu sais, moi, je veux juste réduire ma consommation. » OK? Mais inversement, de dire « c'est impossible de perdre du poids sur le long terme, c'est impossible d'arrêter complètement l'alcool, c'est impossible. » On parle en absolu aussi. Puis là, ça vient décourager le monde de l'autre côté de dire ben ça sert à rien de commencer. Mais ce discours-là se veut au niveau du poids, là, dans le contexte même qui a été sorti, il se veut pas comme ça. Au final, là, c'est parce que nous, en ce moment, ou même toi, dans ton discours, tu t'imagines quelqu'un qui a des mauvaises habitudes de vie, qui, par exemple, développerait des bonnes habitudes de vie qui en résoudrait à une perte de poids. Okay? Mais ça, c'est un contexte super précis, super ponctuel d'une personne. Puis l'obésité, c'est pas ça, comme on parlait tantôt. C'est vraiment plus multifactoriel que ça. Il y a des gens pour qui ça va s'appliquer. Mais chez tellement de gens, ça s'applique pas. Puis peut-être que lui fait partie de ceux que de 175 à 320, c'était seulement basé sur des mauvaises habitudes de vie. Mais ça se peut aussi qu'en ce moment, cette perte de poids-là ou ces habitudes de vie qu'il a acquis, ben ça soit techniquement un débalancement au niveau de ses habitudes alimentaires. Tu sais, mais je sais pas moi, il mange 800 calories par jour pour garder ça.
ben, je veux pas être plate, mais il va leur prendre Ouais. son poids perdu. Ça, je suis d'accord. Puis je vais expliquer le concept du poids naturel puis de l'équilibre entre les quatre sphères parce que ça l'aide bien à comprendre. Ouais. Parce que tu vas pouvoir après ça appliquer ton message à ça. Parce qu'il est pas mauvais le message que tu essayais de passer ou la façon dont tu le disais, mais je comprends le trigger de c'est impossible de perdre du poids. La phrase, c'est pas c'est impossible, c'est que c'est en ce moment non démontré à long terme qu'avec des changements d'habitude de vie alimentaire, on peut modifier son poids à tout jamais. OK? Mais on peut le modifier court terme, là. On le fait tout le temps, là. Puis encore là, il y aura un débat de dire, il y a le comportemental, fait qu'alimentaire, habitude d'activité physique, etc. Tu as le pharmacologique aussi maintenant qui fait perdre du poids, puis qui c'est concret. Puis il y a le chirurgical aussi, chirurgical, qui va finalement à la chirurgie bariatrique, ces choses-là qui peuvent te faire perdre du poids aussi. Mais la vérité, c'est est-ce que sur le long terme, en ce moment, on peut le garantir ou promettre? Absolument pas. C'est sur du très court terme qu'on peut faire ça. Je comprends ça, Ouais. mais si on pense de même, on peut l'appliquer à n'importe quoi, dans le sens, OK, je suis actif, je suis en forme, mais statistiquement parlant, c'est impossible de rester actif toute sa vie. Puis c'est vrai, on meurt à m'amener, man. À m'amener, on est vieux, puis on meurt. Mais c'est pas Fait que décourageant de pas bouger, je trouve. Ben, C'est oui, juste mais parce qu'on le dit jamais, ça. On dit jamais, c'est statistiquement impossible de rester en forme toute sa vie. Genre, man. Ouais. Tu vieillis. Ben, c'est d'accepter le. Mais fait que la vie statistique, humaine. on l'applique, la statistique, on choisit où on l'applique, dans le fond, que statistiquement, c'est impossible de faire telle affaire sur le très long terme. Je sais pas qu'est-ce que tu veux dire par là. On dirait que du sens où je le vois, ben, c'est juste de dire que ben, il faut que je profite du temps que j'ai en ce moment pour bouger parce que je vais mieux me sentir en bougeant. Ouais. Puis qu'à un moment donné, il va avoir une fin à tout ça, à ma capacité. Tu sais, mettons courir, là. Ouais. Ben, tu pourras pas courir un marathon sub 3 heures jusqu'à tes 90, probablement. Non, sûrement pas. Ben, profite-en là pour le faire. Tu sais, c'est comme. Moi, je le vois quasiment à l'opposé de quand tu le parles. C'est comme moi, c'est méga positif. Ouais, mais c'est la même chose sur tes habitudes alimentaires, c'est ça que je veux dire. Je vais en profiter maintenant parce que je peux manger santé, je peux faire attention, je peux pas me restreindre, mais je peux faire des choix alimentaires qui sont bien me d'enlever sentir. les bonbons, de comme enlever Ouais. les gâteaux, enlever les sucreries, enlever ces affaires-là. Fait que là, je peux en profiter maintenant, même si dans l'absolu, éventuellement, je vais reprendre mon poids. Là, tu sais. Ah, OK, oui, dans ce sens-là. C'est ça, je veux dire. Mais ça, c'est à cause... c'est à cause de la promesse qui est faite à ces gens-là. La promesse que à ce poids-là, ils vont mieux se sentir. À ce poids-là, ils vont être en meilleure santé. Ouais. À ce poids-là, ils vont être plus heureux. Souvent, c'est ça, là, la quête. Là. Ouais. À ce moment-là, ils vont être plus heureux à 75 livres. Puis là, du moment qu'ils retombent à 200, ils sont extrêmement malheureux. Ils pètent une dépression, puis ils retombent à 300. Tu sais, c'est comme... On a l'impression que c'est juste un genre de downfall. Il a arrêté de bouger, le gars, ou il a recommencé à prendre des mauvaises habitudes, mais c'est plus insidieux que ça. Le fameux équilibre que je te parlais Ouais. pour le poids Vas-y, naturel, vas-y. c'est 4 sphères de nos vies. Très basic, blend des concrètes, habitudes d'activité physique, fait à quel point tu bouges, habitudes alimentaires, fait qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais rentrer dans ton corps, puis santé mentale, santé physique, OK? Quand on a un équilibre de ces 4 sphères-là dans nos vies, on va tendre vers un poids X. Toi, tu as un poids X qui est différent du mien, qui va être différent toi aussi, puis de ma mère, puis de sa mère, puis de mon petit-neveu. Tu sais, chaque personne, dépendamment du sexe, de l'âge, de l'environnement, de tout ce qu'on parle depuis le début, va avoir un poids X différent. OK? Fait qu'au final, ce X-là, il va varier même au courant de notre vie. Puis il va même varier au niveau de c'est quoi tes objectifs, c'est quoi que t'aimes, tu sais. Si t'aimes la course à pied, puis t'as envie de faire un marathon en bas de 3 heures, cet équilibre-là va changer, puis ça va changer le X du milieu au final, Ouais. tu sais. Mais le X, on s'en calisse complètement, tu sais. Ouais. Même chose quand ton objectif, c'est de justement, je vis dans un corps gros, je veux changer mes habitudes de vie, ben je vais vouloir rétablir un équilibre que je juge avoir perdu au niveau alimentaire, peut-être, au niveau d'activité physique. Dans le cas très cliché, là, ben, au final, tu vas juste tendre vers ton poids naturel. Mais on ne sait pas où ça va se stabiliser. On ne sait pas, toi, c'est où que ce X-là va être. Puis encore là, on s'en calisse. Parce que les gains qu'on peut aller chercher en faisant cette correction-là sont indépendants de la perte de poids quand on check en littérature. Fait que, puis là, ça, c'est comme le cas cliché, qu'on a plus de facilité à s'imaginer, puis qu'on a l'impression aussi des fois que c'est juste une question de volonté. Même comment je l'ai décrit, ça semblait être de la volonté. Mais pour la majorité des gens, c'est un melting pot multifactoriel des 4. Mettons l'exemple de je vieillis en âge, j'ai 30, j'ai ma nouvelle job de vie, je suis plus sédentaire. Ben, sans trop m'en rendre compte, je vais diminuer mon activité physique ou diminuer ma dépense énergétique. Puis mon intake va rester le même. Fait qu'habitude alimentaire ne change pas vraiment. Fait que
je suis la même personne, j'ai les mêmes goûts, j'ai les mêmes habitudes, mais je gagne du poids en vieillissant. Puis là, j'accorde tellement d'importance à mon physique, tout ça, que débalancement au niveau même de la santé mentale. Fait que je suis tout le temps dans la culpabilité, je suis tout le temps en train de refaire une diète, de réessayer quelque chose d'autre. Fait que tranquillement, mon poids va s'éloigner de mon poids naturel. Dans ce cas-là, c'est à la hausse, mais ça pourrait être à la baisse aussi. Si on regarde une jeune fille de 14 ans qui a un trouble anorexique, elle crée des débalancements. Elle a déjà un débalancement au niveau santé mentale, santé physique, même chose. Elle crée un débalancement au niveau activité physique, puis habitude alimentaire. Elle va s'éloigner de son poids naturel. Le principe est de dire, l'objectif, c'est de se rapprocher de ce poids naturel-là. Mm-hmm. Mais le poids naturel, au final, on s'en fout. Ouais. Le chiffre, on s'en fout. C'est l'équilibre des quatre sphères qui compte au niveau de ta santé, puis au niveau aussi de quel point tu vas être heureux, à quel point tu vas bien te sentir. Fait que quand on regarde les résolutions aussi, puis quand on regarde les objectifs comme le gars avec qui tu travailles, ben c'est de dire, est-ce qu'en ce moment, tu as créé un autre débalancement? Es-tu dans le débalancement opposé ou justement tu te surentraînes pour ta récupération, ou tu manges le moins possible constamment, ou ça l'affecte justement ta santé mentale en termes de, pas nécessairement d'être heureux, mais de fixation sur l'alimentation, préoccupation par rapport à la bouffe, ben, je te garantis qu'en ce moment, tu es en train de t'éloigner de ton poids naturel, puis ça va être dur le moment où tu vas devoir accepter que ton poids naturel il est finalement un peu plus élevé, il était peut-être à 200. Ouais. Mais ce redébalancement-là pour se rendre là va te propulser de l'autre bord encore une fois. C'est comme un genre de jeu de balancier où à chaque fois que tu te dis ben je vais coller un gros coup de masse sur le pendule, tu sais, comme ça je vais aller l'autre bord, je suis tellement loin de l'autre bord, ça va revenir à chaque fois. C'est pour ça que faire des petits pas dans des changements d'habitude de vie, c'est tout le temps ça la clé. C'est comme je vais le pousser tranquillement, pas vite, là. Puis turns out que si je fais les bonnes choses, je vais me rendre à bon port de toute façon. Exact. Puis tu sais, sur le fond, tu sais, mettons le message, je pense, mettons de Bernard Lavallée dans cet extrait-là que tu m'as envoyé, je veux dire, je pense que son message est anti-diète, puis of course que si du jour au lendemain tu te dis bon ben pendant 1 mois je bois juste des jus verts, je vais perdre 10 livres, puis après ça ben ça va être réglé, je vais avoir perdu 10 livres, puis après ça tu continues de vivre comme tu vivais, tu vas revenir puis tu changes aucune habitude de vie, 100% que tu reviens au poids que tu étais. Puis là, ce que je t'ai répondu aussi par rapport à cet extrait-là, je pense que ce qui trigger, parce que, tu sais, là, il y avait beaucoup de commentaires, puis il y a beaucoup de gens frustrés en commentaire, tu sais, pour diverses raisons. Mais je pense qu'une des choses qui trigger le monde, c'est qu'il a utilisé le mot impossible, tu sais. Puis quand tu dis que quelque chose est impossible, perdre du poids est impossible, ben c'est faux, là. Je veux dire, perdre du poids n'est pas impossible. Mais très difficile, oui, impossible. Je veux dire, on fait mais des jokes. Mais c'est très difficile, donne l'impression que c'est seulement une question de volonté. Alors que ce l'est vraiment pas. C'est ça qu'il faut faire attention. Puis l'impossible, le presque impossible, pour reprendre ces mots, c'est de dire un peu... Il dit voir impossible. Voir impossible, c'est pas presque impossible. C'est pas la même chose. Ouais, ben c'est ça, parce que moi, ce que Dom me dit que ça trigger les gens, c'est ça qui me trigger moi aussi. Parce que le mot, je veux dire, là, ça va faire ultra cheesy, mais il y a rien qui est impossible. Là, il y a plein d'affaires impossibles. Les affaires impossibles, c'est impossible pour vrai. J'étais comme respirer en dessous de l'eau, c'est impossible. Mettons, genre, survivre dans l'espace, impossible. Mais, mettons, perdre du poids, très difficile, mais possible. Dans le sens... Pour certaines personnes, probablement, qui leur gain de poids est seulement causé par un changement d'habitude de vie qui les a menés à gagner ce poids-là. Mais comme je te parlais tantôt, chez pratiquement tout le monde, c'est pas mal plus compliqué que ça. C'est un esti de freestyle. Puis de voir ça mais pas trop simplement, mais de voir ça en mode l'objectif, c'est la perte de poids. 100%. C'est ça l'affaire. Lui, il se veut couper frais de sec le lien entre « Hey gars, c'est pas ça l'objectif. Okay? Ça va être un effet indirect de mes changements d'habitude de vie. Puis moi, je l'explique tout le temps comme ça. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, puis on est fine avec ça. Puis au début de la rencontre nutritionnelle, il faut comme qu'on s'assure que la personne est entre guillemets réellement fine avec ça ou qu'on travaille vers ça. Parce que la vérité, c'est que dans la majorité des cas, des gens qui sont self-conscious puis que c'est une question d'estime de soi puis une question d'esthétique, ben cet effet indirect-là, ça se peut qu'il ne se produise pas avec les changements qui sont durables à long terme. Fait que de le voir comme étant pas un objectif, mais un effet indirect d'un objectif, c'est là que ça devient la meilleure façon de le voir. Puis... Fait que la première question que toi, mettons quelqu'un qui vient te voir et fait là, moi je veux perdre 15 livres en 2025, la première question c'est pourquoi?
Ah ben oui. C'est ça la première question que tu poses, c'est pourquoi? Ouais, puis tu sais, on va reframer cet objectif-là, c'est sûr, tu sais. Ouais. Parce que c'est l'objectif. Je veux dire, moi, Ouais. on est que peut-être cet plus, on est peut-être plus sensibilisé à ça de par le fait qu'on se connaît, on est, tu sais, puis on est plus sensibilisé à dans la parler vie de du tous les poids. jours. Puis cette conversation-là qu'on a en ce moment est super nuancée, mais je veux dire, j'écoute des podcasts américains de gars qui parlent du basket ou du football, man. Bon, là. Tout le monde fait comme, c'est quoi tes résolutions? Puis c'est comme, moi, je veux perdre 15 livres, moi, je veux perdre 20 livres. Lose a Puis bit of 10 pounds. tout le monde, c'est ça, puis le monde font genre, ah ouais, tu sais, moi aussi, c'est ça. Puis, fait que C'est ça depuis 10 ans, là. c'est ça, c'est ça, exact. Sauf que tout le temps ça. c'est probablement une des résolutions. Puis même au Québec, là, je parle des podcasts américains parce que c'est ça que j'écoute, mais même au Québec, je suis sûr que c'est une des résolutions les plus courantes et répandues. Là. Ah oui, je vais pas nommer un pourcentage aléatoire, mais tu sais, le pourcentage des gens insatisfaits avec leur poids, c'est énorme. Massif. Là, ouais. Tu sais, le pourcentage que je connais le mieux, c'est chez les jeunes. Genre, les jeunes en bas de 17 ans, là, tu sais, il y a comme un sondage récemment qui est sorti sur plein de questions random chez les ados. Vraiment une grosse étude populationnelle que Santé Canada fait comme à chaque 4 ans. Puis, tu sais, les gens insatisfaits de leur corps, là, man, c'était genre, chez les filles 80, quelque chose de même, les gars 60. C'est C'est sûr. une catastrophe, mais tu sais, je me demande si c'était pas nous aussi le cas, là, mais tu sais, il reste quand même que c'est Probablement. Ouais. énorme répondre oui à cette question-là. Là. Ouais. Ça veut dire que c'est tout le monde, dans le fond. Là. C'est tout le monde que tu côtoies. Là. Ouais. Mais là, j'ai oublié mon train de penser sur la question du départ. Ben, la question, c'était. C'est quand tu sais, le monde vient te quand le voir. monde vient Ah te oui, voir. le fameux 15 livres. Ben, Ouais. tu sais, on parlait de l'objectif SMART tantôt. Ouais. Le poids, c'est zéro SMART. Ouais. Pas dans le sens que c'est cave, là, mais ça respecte pas du tout ce schéma-là à cause du fameux atteignable. Donc, Ouais. pour que ce soit atteignable, il faut que tu aies la main mise sur l'objectif que tu te donnes, donc plein contrôle. Comme j'expliquais tantôt, la liste de facteurs qui influencent ton poids au quotidien est interminable. Maintenant, les chercheurs, ils font cette diapo-là quand ils sont dans les congrès, puis ils crissent comme tout. Ouais. Puis c'est un hostie de... Là, Le j'arrête pas de sacrer. diagramme. pas grave, Un on- diagramme avec des On sacre au sans fait pas de podcast. des cases, des différentes catégories qui est juste impossible à lire tellement Ouais. qu'il y a de mots, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour réaliser, OK, bon, nos habitudes, notre in and out, là, souvent qu'on dit qui est le résumé de tout ça, c'est vrai qu'on a le contrôle, entre guillemets, en partie là-dessus. Mais au final, tu sais, il y en a tellement qui ont un impact là-dessus que ton atteignable fonctionne pas du tout si tu choisis le poids. Puis tu sais, tu vas rapidement tomber dans des patterns, puis ça, on va pouvoir en parler aussi, mais du fameux cycle de la restriction qui va tout le temps te mener finalement à regagner le poids perdu. Puis un autre aspect aussi au niveau de l'objectif de la perte de poids, de pourquoi c'est pas impossible, mais que je comprends pourquoi il a dit presque, voire impossible. J'aurais pas dit impossible, OK? Je me dédouane. J'aurais pas dit impossible. Mais le pourquoi de ça aussi, c'est qu'il y a des adaptations. Ça, c'est mon doc qui va parler, là. Ouais. Mais il y a des adaptations physiologiques, fait que dans ton corps, et psycho-comportementales, fait que dans ton cerveau puis dans tes agissements, qui va causer un regain de poids volontaire du corps humain face à la perte. Ouais. Puis ça, c'est face pratiquement à n'importe quelle perte de poids. Même une relativement saine, on va avoir ces effets-là. Puis ça, c'est relativement nouveau comme résultat parce qu'avant, on se disait une perte de poids lente et constante avec des beaux changements, ça va nous permettre, puis c'est dépendamment de qu'est-ce qu'on a inclus dans beaux changements, là, ça va nous permettre une perte de poids. Mais on réalise que ce qu'on regarde comme étant les changements physiologiques et psychocomportementaux occurrent quand même. Arrivent pareil, même quand on a l'impression que c'est bien fait. Puis ces changements-là, C'est quoi, ouais, c'est ça? une augmentation de la faim. Fait que le contrôle ou la gestion de la faim devient vraiment plus difficile physiologiquement. Donc, la sécrétion hormonale augmente. Une diminution de ton métabolisme de base. Fait que ce que tu dépenses à rien foutre, ça diminue, il s'adapte, il est un peu en mode survie. Ça, c'est plus élevé, plus t'es drastique. Moins élevé, moins t'es drastique. Mais on réalise que même des petites pertes de poids le créent quand même. Puis Fait qu'il y a toujours un retour du balancier. Là. Tu sais, justement, je peux me dire, OK, ben là, je vais courir esti. Une augmentation de la préoccupation par rapport aux aliments. Ça, c'est très marqué, puis ça, on le remarque vraiment comme facilement chez soi-même, parce que un changement de ton métabolisme basal, tu remarques pas ça du jour au lendemain. Là. Puis même affaire pour l'augmentation de la faim, souvent, tu n'as comme pas trop conscience, les portions grossissent, mais sans réaliser. Mais au final, reste quand même qu'il y a des trucs très... Comme genre, je pense tout le temps à la bouffe. Depuis que j'ai ces nouveaux objectifs-là, je pense tout le temps à mon alimentation. Puis ça m'obsède pas, mais je suis sur le bord de l'obsession, tu sais. Ben, ça, c'est tous des trucs que le corps humain va faire arriver pour créer un regain de poids. Puis nous, dans le cadre de notre doctorat, de mon doctorat, Chris, je fais ça tout seul, mais pas tout seul, le but étant de viser ces facteurs-là précisément
avec des changements comportementaux puis alimentaires dans le but de les réduire le plus possible. Puis on parle plus des éliminer. Ouais. Ça, c'est la clé du message quand même. On parle de les réduire. Puis au final, ça peut causer une perte de poids sur le long terme, mais souvent, c'est une perte de poids qui va te ramener à ce qu'on parle depuis le début, ton poids naturel, à quelque chose qui était un équilibre comme peut-être déjà préexistant, mais ce poids naturel-là, mettons que tu veux le modifier en disant, ben, j'ai vraiment un super bel équilibre des 4 sphères, mais je suis pas bien dans ma peau à 220 livres. Ouais. Je veux être à 210. Ben ça, là, c'est ça qui va pas marcher. C'est ça qui est impossible, je dirais. Ouais. Fait que j'ajoute encore plus de précision à l'explication, mais c'est ce 10 livres-là, ce changement-là, cet écart-là avec ton poids naturel qui est impossible, mais c'est pas la perte de poids qui est impossible. Ouais, parce que c'est ça. justement, revenir à ton poids naturel, ben ça se l'est. Puis ça peut être par un gain, ça peut être par une perte, ça peut être plein de choses. Tu sais, je trouve Mais- que parler de poids naturel, on dirait que, ben, tu sais, justement, ça crée qu'on peut ne pas être à son poids naturel, tu sais. Puis on dirait que Ouais. d'un certain discours qu'on entend ou qu'on a pu entendre, c'est que peu importe ton poids, c'est ton poids naturel. Mais tu sais, peut-être qu'il y a certaines choses qui sont justement désalignées, déséquilibrées dans ta sphère d'habitude, puis qui fait que tu t'es éloigné de ton. Puis ça de manque ton de poids nuance, naturel. ce commentaire-là, tu sais, que tu dis que tu entends, là, parce que Ouais. justement, de dire que, ben, peu importe tes habitudes de vie, ton poids, c'est ton poids. Dans le fond, ce message-là, ce qu'il veut réellement dire, c'est qu'on s'en fout du chiffre. C'est ça. Puis la problématique, c'est le début de ma phrase. Mes habitudes de vie, mes Ouais. habitudes d'activité physique, alimentaire. Fait que c'est pour ça qu'on veut constamment retirer le focus sur le poids. Ouais. C'est qu'au final, on s'en fout tellement. Même chez quelqu'un qui a un poids très élevé, quand on suit une perte de poids avec le chiffre sur la balance, c'est probablement juste dans un point de vue mathématique, tu sais, ou de suivi médical, pas dans un mode, en mode c'est ça l'objectif ou c'est ça qui va résorber ton diabète. Ce qui va résorber ton diabète, c'est ta sensibilité à l'insuline qui va revenir, c'est une diminution de la quantité de glucose sanguin que tu vas avoir. Oui, la perte de poids peut créer cette adaptation-là. Est-ce que tu suis l'effet indirect ou tu suis l'effet voulu? Tu suis l'effet voulu. Ouais. On fait tout le temps l'erreur de suivre ça. Puis même dans les études comme la nôtre, qui ont été faites, mettons, par le passé, souvent, pour faciliter le truc, on se dit, ben, on va juste prendre l'IMC. Puis si on a un changement d'IMC ou de masse graisseuse même, ben, on va dire qu'on a amélioré la santé. Mais non, ça, c'est un esti de gros raccourci. Fais l'effort de faire une prise de sang à chaque fois. Fais l'effort de faire des tests postprandial. Fait que tu fais manger quelque chose, tu vois l'effet de l'insuline dessus. Tu sais, fais cet effort-là d'exoscan qui te permet d'avoir la composition osseuse et de matière grasse en précision. Ça va te permettre de voir un effet sur la santé de qu'est-ce que tu Ou fais. juste checker que la personne, Pas c'est-tu parce qu'elle a aléatoire. arrêté de manger complètement ou parce qu'elle s'est mise à bouger plus puis elle s'est Exact, mise le suivi de toutes ses habitudes de vie versus comme de juste y aller dans le global. Ouais. là. Quelqu'un, mettons, qui l'année passée a eu un débalancement dans ces 4 sphères-là dont tu parles, puis que là, à cause du travail, s'est mis à travailler en débile, avoir tout le temps sa route, avoir des moins bonnes habitudes de vie, puis que la façon que ce débalancement-là a pu être signalé, la façon que cette personne-là a interprété ou a réalisé qu'il y avait un C'est son gain de débalancement, poids. c'est son gain de poids, ou l'inverse, quelqu'un qui travaille trop, qui est sur sa perte de poids dans les deux sens, et qui là, lui pense que le problème, c'est son poids, puis il réalise qu'il y a un enjeu, vient voir un nutritionniste parce qu'il se dit, là, j'ai pris 30 livres cette année, je veux le perdre. Ton travail devient un peu plus d'ordre psychologique. Il y a une partie, ouais. Ou est-ce que tu Ben- fais, ben là, est-ce qu'on travaille avec un psychologue en plus? Est-ce que tu rediriges des gens vers Ben oui. d'autres ressources en disant, nous, on peut travailler ensemble pour essayer d'améliorer tes habitudes de vie quand tu es sur la route ou quoi que ce soit, mais c'est pas toi qui interviens pour retrouver la balance des 4 piliers. Mais là, du tu sais. moins, c'est ça, tu sais, comme tout est multifactoriel, finalement, probablement que la personne, son problème, peut-être qu'elle s'est mise à moins bien manger, mais peut-être qu'elle est devenue vraiment plus sédentaire du jour au Ouais. lendemain. Pourquoi elle est sédentaire? Tu sais, le pourquoi. Puis, tu sais, souvent, on fait réaliser aux gens qui disent, tu l'as full bien dit en plus, la dernière année, mon problème, c'est que j'ai pris 30 livres. Ouais, c'est ça. C'est pas le problème, c'est un effet indirect de ton problème. Viens, on va aller le chercher, c'est quoi? Puis notre objectif, à la place d'être l'effet indirect, ça va être le problème, la résolution de ce problème-là. Fait qu'il est là le genre de coupure. Là, je trouve qu'on a bien fait un chemin de pensée pour se rendre. Là. Et là, la coupure de dire,
Ben, 30 livres, je m'en sac. Je m'en fous vraiment beaucoup. Là. Au final, c'est-tu parce que tu as développé l'habitude de t'arrêter dans de pas amener ton lunch, mettons, puis d'aller au fast-food, mettons. Ça, c'est un classique. Mais tu sais, peut-être que la raison, c'est pas ça. Peut-être que c'est genre, ben là, maintenant, j'habite seul, fait que je cuisine plus. Ah ben, pourquoi tu cuisines plus? Tu sais cuisiner, tout ça? Ah ben, parce que ma blonde m'a laissé. Ah, OK. Puis comment ça va, mettons, à ta job, tout ça? Ben, ça aussi, c'est tough, tu sais. J'ai perdu ma job parce que, justement, j'étais pas d'humeur, blablabla. Ben, tu sais, là, c'est pas de mon ressort qu'on va aller faire régler ce problème-là. Puis probablement que moi, mon aide que je peux apporter, c'est des trucs et conseils au niveau de comment cuisiner pour un. Mais mes trucs et conseils, je vais aussi aller lui dire, hey, gars, cette problématique-là, probablement que c'est ça la réelle cause ou une partie de la cause qui cause ton fameux 30 livres indirect puis qui te fait autant chier. Ben, c'est lui qu'on va aller traiter. Fait qu'il y a une psychologue, tu devrais aller consulter en psycho, tu devrais aller consulter dans peu importe. Fait que tu sais, c'est de remonter le chemin. Puis souvent, nous autres, le poids, ça devient comme un peu la raison de venir dans le bureau. Mais quand tu repars de la première rencontre, là, si tu penses encore que ton problème, c'est le poids, souvent, c'est que tu es un mauvais nutritionniste ou tu t'es trompé et tu es dans un bureau d'un coach en nutrition. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui dit qu'il est coach en nutrition, je comprends. Puis, c'est quoi des... Parce que on parlait des résolutions SMART. C'est quoi des résolutions SMART en nutrition? Parce que, mettons, OK, là, je sais pas quel type de client t'as, mais un client qui arrive qui fait hey, là, moi, je l'ai échappé... genre qui est conscient que la balance dans ses habitudes de vie, c'est sur là, justement, à cause de la job, souvent sa route, whatever. Maintenant, avec les podcasts, il y en a plein qui arrivent puis qui sont déjà fait ce chemin-là. conscients que le travail, c'est dans la nutrition. Puis là, je viens de voir toi, puis je te dis... Puis là, c'est le bout de concret où est-ce qu'on donne des trucs aux auditeurs sans filtre. Mais parce que je te dis, tu sais, on parle de résolution SMART. C'est quoi des résolutions SMART en nutrition qui sont souvent recommandées ou tu sais que toi, tu donnes puis que tu n'as pas peur ou que tu n'as pas peur de donner, maintenant? Au niveau de l'alimentation, souvent, on fait la séquence dans l'ordre suivant. Fréquence, quantité, qualité. Okay? En termes de processus nutritionnel pour vraiment faire l'ordre des choses dans le plus important au moins important, c'est ça. Alors que souvent, on fait l'inverse, right? On fait souvent, mettons, qualité, quantité. Fait que genre, j'obsède sur est-ce que la pomme, c'est meilleur que la banane? Est-ce que le riz, c'est meilleur que le pain? Fait que je pense à la qualité. Puis après ça, je me dis, je veux réduire mes portions. Puis après ça, je pense à la fréquence, genre, OK, je devrais moins grignoter, je devrais moins manger. Mais c'est l'inverse, OK? La première étape, c'est de voir à quelle fréquence tu manges. Bon, est-ce que tu as des repas réguliers dans ta journée qui permettent d'avoir une bonne gestion de la faim et de la satiété? Oui, non, peut-être. Ben, peut-être que ton objectif va être d'avoir 3 prises alimentaires par jour. Peut-être que si tu es actif, ça va être 4. Peut-être que ça va être 5, dépendamment d'une collation pré- et post-entraînement. Fait que ça, c'est une première affaire qu'on peut adresser avec quelqu'un. La fréquence. Il y a beaucoup de monde qui mangent pas 3 fois par jour? Tout le temps. Ah ouais, puis des gens qui mangent plus que leurs besoins pendant vraiment longtemps sans manger 3 repas par jour, il y en a plein. Parce que les gens, ils comptent une prise alimentaire souvent plus comme un time frame. Fait que genre le soir, le midi. Mais au final, ces temps-là sont extrêmement étirés. Il y a beaucoup de grignotage, le fameux grignotage en cuisinant ou après les repas, tout ça. Fait que ça, c'est extrêmement présent aussi. Puis ça, je veux qu'on hold mon thought là-dessus, mais quand les solutions concrètes, c'est plus relié au comportement alimentaire, ben là, ça vient aussi en compte. Là. Mais quand on parle justement de fréquence, c'est super symptomatique. Puis il y a du monde qui déjeune pas parce qu'ils ont la petite nausée du matin. Ouais. Puis il y a du monde qui dîne pas parce qu'ils travaillent dans une job qui leur permet pas, là je mets des guillemets parce qu'il y a des gens que c'est vrai, puis il y a des gens que c'est pas vrai, permet pas de dîner. Fait que tu sais, c'est fréquent, puis c'est la première affaire qu'on adresse tout le temps. Puis plus de prises alimentaires dans une journée, plus petites prises alimentaires, c'est en général mieux? Ouais. Ou? Le truc que j'explique tout le temps, c'est le fleuve tranquille de la satiété. Ça, j'en ai déjà parlé, je pense, avec Pika, mais tu sais, c'est comme le principe de plus, mettons que tu as ta satiété à ce niveau-là, puis que tu fais un creux de vague, fait que tu t'éloignes de ton repas, ben ton prochain repas, pour viser la satiété, genre ton besoin que les signaux de ton corps t'envoient, ben tu t'es éloigné de ta cible. Fait que c'est comme si tu étais super proche du bullseye, tu voulais tirer dans le mille. Ben, ça va être facile si t'es à 2 pouces, puis ça va être vraiment tough si t'es super loin. Fait que plus t'es loin, plus c'est dur de viser tes besoins, donc d'écouter ta faim, puis plus c'est dur de faire des bons choix aussi. Ça, c'est full bien démontré dans la littérature. Fait que c'est la raison pourquoi
on veut favoriser d'avoir un fleuve tranquille. Fait que oui, des vagues, là, on s'entend, on veut pas continuellement manger, mais on veut des petits creux de vagues qui vont tout le temps te permettre de rester autour puis de facilement reconnaître tes signaux de faim de satiété. Les classiques personnes qui vont dire je ressens jamais la faim, il y en a beaucoup que c'est des gens qui sautent des repas. Mm-hmm. Mais justement, tu ressens jamais la faim parce que tu sautes des repas et non l'inverse. T'sais. Fait que la fréquence, c'est un point clé. Après ça, c'est la quantité. Fait que c'est la fameuse écoute des signaux de faim et de satiété. La raison pourquoi c'est dans cet ordre-là, c'est pas parce qu'il y en a un, entre guillemets, meilleur que l'autre, c'est parce que si tu fais l'inverse... Il y en a un qui vient avant l'autre. Il y a un qui vient avant l'autre. Là. Au final, si tu veux bien écouter ta faim, il faut que tu aies une bonne régularité alimentaire, sinon ça vient complexifier l'écoute des signaux de faim et de satiété. Fait que le deuxième, qui est justement très important, c'est de s'arrêter quand on n'a plus faim. Puis ça, c'est dur quand toute ta vie... tu as travaillé à rebrouche-chemin pour pas écouter tes signaux. Ouais, finis ton assiette, tu n'auras pas de dessert. Ça c'est la pire phrase, ça. Quand j'y repense, là, moi, j'ai plus de signal de satiété. Ça se retravaille. Ça aussi, il faut pas dire dans l'absolu. Non, c'est vrai, t'as raison, mais l'absolu, c'est que j'en ai plus. Mais c'est pas que j'en aurais jamais pu, tu sais. Le mot verdict, c'est pas t'en as plus, c'est que tu les ressens plus. Parce que la sécrétion hormonale est la même. C'est ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment de la misère. Faut que, activement, après, mettons, je me fais un sauté. Puis là, j'ai commencé à me faire... Avant, je prenais le bloc de tofu au complet, puis je faisais un sauté pour, mettons, avoir des proportions égales à mon bloc de tofu complet. Puis là, ça faisait que je prenais un bol, puis là, je prenais un autre bol, puis je vais pas l'en laisser dans le wok, puis là, j'en prenais d'autres encore. Puis là, ce que j'ai commencé à faire avant de couper le tofu en deux, j'ai fait la même chose, mais là, après mon premier bol, j'attendais, puis j'essayais vraiment de, comme me dire, bon, on en est où, là, comme dans mes signaux de faim. C'est un des objectifs. Essayer de comprendre. Qu'on intègre que moi, je commence avec tous mes athlètes, peu importe le niveau. Là. J'ai 2 gars de la NHL qui, après la première rencontre, là, il y avait un devoir que c'était de se poser la question, est-ce que j'ai une petite, moyenne, grosse faim avant le repas? Puis est-ce que j'ai pas assez trop mangé après le repas? Ouais. Les gars gagnent 6 millions par année, là. C'est supposé être des Ferrari, puis ils ont des habitudes de tercelle. Là. Ils se posaient la question, j'ai-tu faim, j'ai-tu pas faim? Puis même s'ils ont un chef, même si j'aurais pu le calculer pour eux, c'est quoi environ leur faim? C'est pas ça la clé pour le long terme, puis c'est pas ça, eux, qui va leur permettre de perdurer dans le temps comme athlètes dans leur carrière. C'est la même chose pour n'importe qui veut changer ses habitudes. Fait que, deuxième, très important, quantité. Puis troisième, qu'on vient assess ou parler, c'est la qualité alimentaire. Fait que là, c'est le fameux peut-être un quart, une demi ou un tiers de fruits et légumes, sources de protéines, féculents. Puis là, on peut aller plus loin. Quel type de féculents? C'est-tu des grains entiers? C'est-tu des raffinés? Quel pourcentage de notre quotidien on veut avoir en grains entiers? Fait que plus la personne est déjà loin là-dedans, ben plus on avance, entre guillemets, vite au départ. Fait que on s'adapte toujours à la personne. Je refais pas la même salade à tout le monde systématiquement. Souvent, on part plus loin. Mais le classique reprise du temps des fêtes, mettons, puis de ce début-là, cette motivation-là de départ, souvent, on essaie un peu de genre la canaliser puis de faire « Hey, gars, je te donne 5 objectifs alimentaires. Puis, dans le prochain mois, j'aimerais ça que ce soit réalisé 6 jours sur 7. Ouais. Puis là, on parlait d'objectifs SMART tantôt reliés à la nutrition. Bien, ça peut être ça. Mon objectif SMART pour le prochain mois, jusqu'à temporellement défini, jusqu'à la prochaine fois que je revois mon nutritionniste, c'est d'avoir 5 prises alimentaires dans ma journée. Puis il y en a, souvent, tu vas à plus qu'un. Là, on s'entend, tu fais un peu plus qu'un objectif à la fois. Mais il y a des gens pour qui c'est tellement anxiogène, la bouffe. Puis là, on va parler de la résolution un peu de... Quand c'est des contextes plus de comportement alimentaire qu'on veut attaquer. Mais il y a des gens pour qui c'est tellement anxiogène qu'un objectif, là, c'est genre, ils vont penser à ça du matin au soir. Puis probablement qu'ils vont se réveiller à la nuit par rapport à ça. Tu sais, on est trop bien dans notre entourage. Puis quand c'est comme les classiques personnes qui travaillent à l'hôpital, qui voient comme genre le vraiment fond du baril de quelqu'un qui peut arriver magané, ben lui, ça il prend loin là, avant que genre tu chiales que t'as mal aux genoux dans un squat à 300 livres. Ils te disent, mettons, ah ben ouais, il y a un problème, j'ai pensé à ça. Il va être comme, ben squat pas 300 livres. Là. Il y a du monde qui marche pas. Il y a quelqu'un qui marche pas là, en ce moment-là. Mais juste pour faire le sommaire de ce que tu as dit tantôt, parce que je trouve ça vraiment intéressant, quelqu'un qui arrive à une résolution qui dit, OK, là, faut que je change mes habitudes alimentaires, le premier réflexe, ça va être complètement à l'inverse de ce que tu as dit, ça va être, OK, mais là, je vais changer la qualité de mes aliments. Diète. Une classique c'est diète. genre là, je vais faire... Le midi, je vais manger de la salade. Puis là, OK, là, je mange plus de légumes. Puis finalement, quand tu reprends dans l'autre sens, ben c'est qu'ils mangent une moitié de bagel le matin ou un jus d'orange s'ils sont zélés. Puis là, finalement,
ils mangent pas jusqu'à 3 heures, parce que là, ils mangent leur salade en pensant bien faire puis en faisant mieux que rien, mais... C'est fuelé par l'envie du moins possible. Ouais. Mais là, le soir, tout ils ont le temps. tellement faim, Le puis soir, là, ils ils ont arrêtent tellement chez faim, McDo c'est en ça, revenant exact. parce qu'ils ont trop faim, puis là, Ou ils ont ben, Rien ou- plus simple que ça. Ou bien ils gardent la sont- salade, puis ils remangent la salade le soir, mais là, ils sont en gros déficit de protéines, puis là, ça fait juste la roue inverse. Ça là, continue d'augmenter leurs préoccupations par rapport à la bouffe, Ouais. leurs signaux de faim, de satiété. Puis au final, beaucoup plus basique que juste arrêter au McDo, qui est comme très cliché, mais ça peut être littéralement juste qu'il va servir 2 assiettes à son propre repas. Tu sais. Mhm. Puis là, au final, il est tellement loin de la ligne qu'on parlait tantôt, fait qu'il est pas capable d'écouter ses signaux. Puis j'ai beau lui dire, écoute tes signaux, il va ressentir la faim. La sécrétion, elle a augmenté de ses hormones de satiété. Il sera pas capable de la reconnaître, la faim de son repas. Fait que si on attaque ça, c'est pour ça qu'il y a un ordre aussi C'est ça, précis. exact. Mais Mais c'est parce que souvent, ton ordre il est vraiment intéressant pour les gens qui écoutent parce que c'est dans cet ordre-là et non, tu sais, ça À se fait l'inverse. pas en changeant la qualité alimentaire de base. il y a des gens là, pour tu qui sais. ça marche parce qu'ils ont déjà une Le bonne reste, fréquence. c'est ça, exact. Ils écoutent déjà bien leurs signaux de faim. Tu sais, c'est pour ça qu'il faut pas le voir. Faut le voir si tu pars de quand même très loin. Là. Puis c'est correct comme ça parce qu'il y a des gens qui partent de tous les niveaux. Là. Le niveau ultime, c'est comme d'arriver à avoir ces bonnes habitudes de vie-là, puis que ça soit pas perçu comme un effort, quelque chose de difficile ou Ça un devient une sacrifice. habitude. Ça devient même un plaisir, là, tu sais. Ouais, de bien se sentir. Il y a du monde pour qui, se faire une salade le midi, les mange ça, puis tu sais, Chris, ma salade, là, ça me tente pas de manger ça, mais pas le choix, faut que je la mange. Versus d'autres personnes que c'est comme genre la salade de meilleure quinoa, chose genre. que genre je pourrais manger, puis ça leur procure du bonheur. Puis après ça, aller faire du Ça sport revient dans la à ce qu'on journée, disait ça leur du- ça procure du revient à ce qu'on bonheur. disait du sport tantôt. Ouais. Que pour nous, de faire du sport, ça nous procure du bonheur. Pour d'autres, c'est comme un pain horrible. Là, Ouais. tu sais. Mais c'est pour ça que c'est important de garder le plaisir dans l'équation. exact. Il y a plein de chercheurs à notre institut qui font de la recherche sur le plaisir de manger, puis aussi en Espagne, justement. Mais le plaisir de manger ou le plaisir de bouger, on se rend compte que c'est tellement garant du maintien des habitudes que si tu l'oublies, puis que même si la personne fait tout ce qu'on dit depuis le début, même au niveau genre restrictif, là, genre il se restreint pas trop, tout ça, mais le plaisir de manger fait pratiquement pas partie de sa vie, on va finalement le perdre à un moment donné. Ouais, c'est Puis ça. c'est important de l'intégrer, même affaire pour l'activité. C'est encore plus marquant pour l'activité physique, je trouve. Genre au début, ton objectif du Ironman, c'est hot, ça te fait toffer 1 an probablement jusqu'à la date de ton Ironman, mais qu'est-ce qui va te faire que tu as envie de faire un autre objectif d'Ironman? C'est d'aimer la course, Ouais, on a vu ça. d'aimer le vélo, tout ça. C'est arrivé. Tout le monde vend C'est finalement. déjà- On a déjà vu ça, c'est déjà arrivé. Fait que tu sais, au final, c'est d'aimer le sport que tu fais, puis c'est d'aimer les aliments que tu manges. Ouais. Puis pas juste dans une optique de plaisir hédonique, de quantité. Pas juste dans une optique de plaisir gustatif, de gras, sel, sucre. Dans une optique même des fois intuitive, là, c'est le petit E-word, Le mot en Le mot en I. Fais le mot en le P. mot en I, mais qui veut dire ben moi j'ai envie de bien me sentir tantôt dans mon entraînement. Fait qu'intuitivement, Ouais, c'est j'ai l'éducation nutritionnelle qui me permet de savoir quoi manger. On a parlé beaucoup sur l'EPICA, mais j'ai l'éducation nutritionnelle qui me permet de décider quoi manger pour bien me sentir. Fait que j'ai du plaisir à le manger en ce moment parce que je sais que ça va me permettre de bien me sentir après. Genre, tu sais, t'as tellement fait le lien souvent dans ton cerveau de je mangeais un repas complet avec un grain, une source de légumes puis une source de protéines. Comment je filais après? T'as fait le lien souvent entre les deux, qu'après ça, t'arrives puis tu le fais avant même d'avoir fini de manger. Tu commences à manger puis tu fais comme ah ouais, nice, je vais bien me sentir. Ça, c'est un repas complet. C'est un repas qui va fueler mes performances. Si je fais du sport, c'est un repas qui fait du bien. Là. Fait que tu sais, ce lien-là, à l'inverse, souvent, il est fait aussi négativement. Le classique, se peser régulièrement dans nos objectifs de tracking. Ouais. Tu sais, l'objectif SMART, il y a un petit danger au niveau de ça, à cause du mesurable. Est-ce que je track qu'est-ce que je mange ou je track pas qu'est-ce que je mange? Ouais. Parce que ça fait partie du SMART. Est-ce que je track mon poids ou je le track pas, mon poids? Bon, là, si on a pris en compte que c'était non atteignable, donc hors de notre contrôle, il est out, mais tracker sa bouffe fait partie techniquement d'un objectif SMART. Mais moi, je suis loin de recommander le fait de tracker sa nourriture à cause de, l'aspect de plaisir, l'aspect de rigidité dans l'objectif. Tu sais, moi, quand on parlait tantôt, je pensais beaucoup à ça. Beaucoup plus que de quoi comme l'alcool, qu'on sait, entre guillemets, que chaque consommation d'alcool est en partie néfaste. Ben, dans le cadre de tracker sa bouffe, il y a comme un genre de demi-mesure de... C'est pas faux que ça peut t'apporter des choses de positif. Puis la vérité, c'est que la moitié des nutritionnistes font tracker leur bouffe. Puis l'autre moitié sont anti ça. C'est quand même une bonne démarcation dans quelque chose qui est supposé être quand même le centre même de notre pratique. Mais là. oui, exact. Mais moi, mon avis là-dessus, c'est que les gens qui trackent encore ou les nutritionnistes qui voient un bénéfice dans le tracking,
c'est en termes d'éducation en nutrition. C'est vraiment un genre de passage qu'eux vont dire obligé pour atteindre une genre de connaissance des portions qui va te permettre après ça d'être intuitif. Un peu le signal que je te parlais de manger quelque chose de complet puis de bien te sentir après, il te le force, mettons. Ouais. C'est comme, si tu pèses ta bouffe, tu vas être obligé de le forcer. Même affaire pour les signaux de faim et de satiété. Si je force la quantité, puis à un moment donné, tu aurais mangé plus qu'à ta faim, puis là, finalement, c'était limité, tu vas être obligé de te poser des questions sur ta faim. Fait que c'est pas faux là, que ça peut apporter des choses bénéfiques. Mais il y a tellement un gros risque comportemental, à mon avis, chez certains types de personnes, que ce soit même au niveau de la personnalité ou génétique, que ça vaut pas la chandelle, selon moi. Puis les nutres, souvent maintenant, ils vont dire, ben j'ai analysé la personne, tu sais, ma chercheure, là, PhD, tout le kit, là, elle le fait en clinique, elle aussi en pratique, là, ben, elle analyse la personne, elle se rend compte que c'est quelqu'un qui va bien répondre, qui va être un bon répondant à ce type de demande-là, puis qu'elle a le temps, puis qu'elle a l'envie, etc. Fait qu'elle va lui faire pendant une période de temps son plan, puis après ça, elle va quitter le plan à une phase de transition. Fait que, tu sais, ça peut bien C'est se sûr, faire. c'est clairement pas pour tout le monde. Là, C'est pas pour tout le monde, mais c'est pas à faire tout seul. Ouais, c'est ça. Vraiment pas, je pense. Moi, tu sais, j'ai jamais tracké ma bouffe, jamais rentré ça dans un journal parce que j'ai pas la personnalité pour ça, je suis pas assez organisé, puis j'aime pas assez ça, comme je le ferais pendant une journée, puis j'arrêterais de le faire parce que j'oublierais ou whatever. Mais, tu sais, ce que je trouve curieux là-dedans, c'est que puis tu sais, je comprends aussi comment que ça peut facilement tomber dans quelque chose d'ultra rigide, puis là, ça devient un peu obsessif. Mais tu sais, on utilise des instruments de mesure pour tout. Là, pour tout. tout. On mesure la température de la piscine, puis si elle est pas assez froide, on la chauffe plus. On la pèse, la bouffe, quand on fait des études scientifiques. Là. Ouais. Puis tu sais, souvent, on la pèse volontairement, toujours à l'insu du participant. T'sais. Mais dans le sens que... Puis tu sais, mettons, je me souviens d'une expérience qu'on avait faite au secondaire avec notre prof de sciences, Michel Dumont. Ouais. On le savait. Shout out. En Sa fait, retraite. ouais, puis en fait, lui, le point de cette expérience-là, c'était de démontrer que nos sens peuvent nous tromper, tu sais, en sciences, puis que justement, l'objectivité Règne la mesure. tu sais, et prime toujours sur le subjectif, là, tu sais. Ouais. Puis c'était comme, on avait mis une main dans de l'eau chaude, une main dans de l'eau froide, puis après ça, on avait mis nos deux mains dans l'eau de la même température, puis une nous paraît plus chaude que l'autre, là, tu sais. Qui veut dire que, bon, nos sens, clairement, la température est, c'est un bon argumentaire. Là, est en même température, sauf que je la perçois différemment. Fait que j'imagine même affaire pour la faim, la que satiété. pour la faim, ça peut être extrêmement subjectif à mes perceptions, mais pas nécessairement une mesure objective de quantité que je mange. Puis, Ce qui la si rend je mesure, multifactorielle. si un professionnel qui me dit, ben toi, selon ton âge, ton poids, ta grandeur, ton activité physique, tu devrais manger à peu près tant avec tant de macronutriments. Puis là, finalement, je pense que je suis dedans, mais là, je mesure, puis je me rends compte que je suis pas pantoute là, ou je suis en dessous, ou je suis par-dessus. I guess qu'il peut quand même avoir une plus-value à comme avoir une espèce de mesure objective de comme 100%. où j'en suis. 100%, puis c'est pour ça qu'on utilise des outils, nous autres, de mesure alimentaire par photo, où la personne rentre ce qu'elle a mangé par photo, puis à la place de elle-même guesser les quantités ou de la peser, ben nous, de notre côté, on peut avoir accès à ces quantités-là, puis à faire nos calculs, puis à utiliser cette mesure-là dans le temps. Tu sais. Mais l'exemple que tu as donné, je trouvais qu'il pouvait quasiment partir dans l'autre sens, au final, en termes d'argument. L'argument que tu as donné pouvait quasiment partir dans l'autre sens en termes de lequel ça va favoriser, parce qu'au final, tu l'as vraiment bien expliqué, ça varie tellement que voir qu'on peut le calculer. Tu sais, les deux mains, c'est un environnement contrôlé. Puis les démonstrations de la science, comme quoi nos sens peuvent être off, c'est dans un environnement contrôlé qu'on peut le faire. Quand tu es dans quelque chose de multifactoriel comme le monde qu'est la vie, au final, il y a tellement de facteurs qui vont influencer si tu as faim ou pas. Hey man, l'odeur que tu as sentie tantôt en montant dans le studio de brûler va impacter la quantité que tu vas manger tantôt au dîner probablement, d'une certaine façon, ou pas. Fait que tu sais, comment tu veux prévoir pour toutes ces variétés-là de la vie au final, alors qu'il y a des signaux qui sont relativement constants puis qui se fient sur ton interne. Puis ils prennent en considération toute la pluralité de facteurs. La pluralité de facteurs, puis justement, ils sont interreliés avec, on va dire, l'accumulation de masse adipeuse, sont interreliés avec la façon dont tu as métabolisé le dernier repas. Ben, c'est eux qu'il faut se rapprocher. C'est de là qu'il faut le plus possible se coller parce que le calcul
est tellement dur à réellement avoir une bonne valeur. Parce que c'est c'est pas une objectif fausse perception. comme la température de l'eau, tu sais. Tu sais, quand on fait la Ça se calcule mesure, pas avec précision de comment tu as besoin. quand on le fait en lab, OK? Tu sais, parce que souvent, ce calcul-là, c'est... Vous pouvez tout le faire, by the way. Ah non, je vais peut-être pas dire ça, parce que sinon, on va commencer à faire ça. Mais en labo, là, le protocole pour faire ça, c'est tellement long et chiant, honnêtement. Ouais. C'est compliqué. Il faut que la personne ait été à jeun pendant un nombre d'heures, pas d'alcool pendant un nombre d'heures, pas d'activité physique pendant un nombre d'heures, le matin même, pas sa médication ou sa médication dépendamment laquelle. Quand il passe le test, il est couché de même. Il se met au repos pendant 15 minutes, fait qu'il respire dans le beurre. Après ça, il respire dans un embout. On mesure l'échange gazeux, on fait un calcul, on fait une extrapolation statistique sur 24 heures, puis on le fait respirer de même pendant 15 minutes. T'sais, c'est tellement complexe. Et tu sais quoi, notre valeur, là, on en doute à tous les jours. Fait que faire un plan de nutrition avec quelqu'un, dans le fond, c'est quasiment sûr que t'es off, finalement. C'est pas que en recherche, c'est tout le temps ça, la quête d'être le plus proche possible de la vérité, mettons. Tu ne l'atteindras jamais, mais tu prends en considération que si tu fais tout pour être proche, tu vas l'atteindre, tu sais, ou tu vas être le plus proche possible de cette perfection-là. Fait qu'il y aurait moyen, mais dans nos vies quotidiennes, puis dans la consultation avec ton UT, ça, c'est encore plus éloigné de la réalité, tu sais. Nous, en recherche, quand on se rapproche à plus ou moins, on va dire 10%, ben ton dude, il est peut-être à 30, tu sais. Puis avec les infos qu'il y a, qui est capable de rentrer, ben il est peut-être à 50, tu sais. Il peut être tellement loin. Tu sais, il y a même des gens qui vont recommander juste un nombre de calories par kilo. Puis pour n'importe qui, là, tu peux faire le calcul global. Ouais. Puis c'est pas faux que tu seras pas loin au final si tu le compares avec ton calcul super précis. Mais la vérité, c'est comme une genre de fausse perception de confiance que tu es right on spot, alors que même en mesurant tout, même en ayant le chiffre quasi parfait, tu es constamment on and off. Tu sais, une pomme, là, quand tu la rentres dans l'app, là, ça dit un nombre de calories, puis c'est pratiquement tout le temps la même. Man, entre deux pommes, là, la même grosseur, le même poids, il n'y a même pas la même quantité de glucides. Ouais. C'est vraiment une fausse perception de précision qu'on a. C'est ça, c'est pas une confiance, mais c'est une fausse perception de précision qu'on a dans nos instruments de mesure ou la façon dont on travaille avec les aliments. Puis je suis d'accord qu'il y aurait l'argument contraire de dire ben je veux justement me rapprocher le plus possible de ça, mais c'est comme faire la loupe à l'envers, tu sais. Je veux me rapprocher le plus possible de ça, qui est, on va dire, quasiment l'autre bord, là. Je veux me rapprocher le plus possible de la précision parfaite, fait que je vais tout faire compter au gramme près, tout ça, alors que mon corps, ben, c'est mon corps. Il est en ce moment en train d'évaluer la quantité de glucose que tu as dans le sang à cause de le sucre que tu as mis dans ton café, puis il va sécréter l'insuline en fonction. Genre, il va le faire. Fait que plus tu l'écoutes, plus tu es proche des signaux, plus tu vas devenir sensible à ces signaux-là dans ta vie de tous les jours, puis plus le chemin est court. Tu n'es pas obligé de te taper toute cette précision-là pour arriver au même point. Ouais. Puis un bon exemple de ça que j'aime faire, c'est quelqu'un qui track puis qui veut pas arrêter de tracker, mais qui me consulte en mode performance. J'ai dit... Je vais tracker pour toi cette journée-là, puis écoute juste ta faim, OK? Puis on va comparer les macros à la fin, OK? Puis souvent, eux autres, par souci de, justement, ils se rappellent un peu c'est quoi les 16, ils se rappellent quelle fréquence ils mangent, tout ça. Ils arrivent à genre plus ou moins 1, là, la même quantité de grammes de protéines, genre plus ou moins 10. C'est fou, là. Finalement, le genre de... OK, je me suis vraiment compliqué la vie pour finalement écouter ma faim. Mais aussi parce qu'il l'a fait, le travail. Exact. C'est pour ça que je disais tantôt, il y a un bénéfice à le faire. Ouais. Est-ce qu'il vaut le risque du, entre guillemets, cycle de la restriction, que je peux embarquer là-dessus si vous voulez, mais est-ce qu'il vaut ce risque-là? Selon moi, pas pantoute. Il y a d'autres façons de faire, genre l'objectif que je te parlais tantôt, poser la question avant, poser la question après, mettre des aliments dans ton assiette qui favorisent le rassasiement. Ça aussi, ça l'aide à mieux reconnaître ses signaux. T'sais. Fait que c'est toutes des affaires que tu peux te rendre à bon port. T'as raison, là. Mais à travers tout ce chemin-là, il y a un risque. Alors que l'autre, le risque est vraiment plus faible. C'est peut-être plus lent, c'est peut-être moins sexy, mais au final, selon moi, puis pour pas juste les athlètes, n'importe qui, c'est, entre guillemets, la meilleure solution pour attaquer un changement d'habitude alimentaire. Ouais. Puis tu sais, là, on l'imagine souvent du point de vue de la personne qui veut justement restreindre ou... manger moins de calories puis tracker justement pour peut-être perdre du poids. Mais à l'inverse, ça peut pas être positif pour quelqu'un qui a des troubles alimentaires, qui mange vraiment pas assez, d'avoir une mesure objective. Non, il faut que tu manges tant dans une journée. Là, un repas plus par jour. Dans ton assiette, t'assurer d'avoir les 3 qu'on parlait tantôt. Puis peut-être que c'est une demi, un quart féculent. Ça serait plus ça que tu dirais que t'as besoin. Parce que sinon, tu déjà quelqu'un d'extrêmement sensible à l'alimentation. Puis là, je vais m'en aller avec l'expliquant du cycle de la restriction, mais tu le condamnes à le revivre juste d'une façon différente.
pour ramener le point de départ. Okay? Le cycle de la restriction, qui est tout le temps enseigné quand on fait de la formation en troubles alimentaires, c'est que tu as genre, mettons que tu le vois comme des seaux d'eau qui ont des trous dedans puis qui se déversent dans d'autres. Okay? Le seau d'en haut, le bac d'en haut, c'est ta préoccupation par rapport à ton poids, l'esthétique, la silhouette, son contrôle. Okay? C'est un bac d'eau. Il est rempli X ou Y, dépendamment de qui. Ça tombe dans les comportements restrictifs / jusqu'à problématiques reliés à l'alimentation. On peut inclure là-dedans quasiment tout, n'importe quelle règle alimentaire, que ce soit même des bonnes règles, que selon moi, je juge comme de réduire sa consommation d'alcool ou de viande, ou des règles vraiment mauvaises comme la keto ou comme pas manger après 8 heures parce que c'est ça qui fait engraisser. Tu sais, n'importe quelle règle alimentaire, tu mets ça dans cette liste-là. Puis plus tu as une grande préoccupation par rapport à ton poids, sa silhouette, plus tu vas augmenter ça aussi. Ce saut-là, lui, il tombe dans la perte de contrôle, le binge eating qu'on appelle en bon français. Puis ce qui va justement créer des moments où tu vas avoir des grands écarts avec ton besoin nutritionnel. Fait que manger full au-dessus de ta faim ou justement te restreindre vraiment grandement pendant longtemps, puis là d'exploser, puis de complètement perdre le contrôle. Souvent, ces moments-là sont caractérisés par une perte de contrôle physique. Genre, je suis incapable de m'arrêter même quand j'ai l'envie de m'arrêter. Okay? Puis ça, peut-être vous l'avez jamais vécu, mais il y a plein de gens qui nous écoutent, je suis certain qui ont déjà vu ça. C'est tellement plus courant qu'on pense. J'ai des gens qui savent juste pas que ça s'appelle de la désinhibition, tu sais. Mais mais il y a des gens pour qui c'est normal même. Un cheat meal, là, c'est vraiment proche de ça. Ouais. Puis ça, c'est comme un genre de détonateur. Là. Ça va être trigger par quelque chose, mais pendant un certain temps, ça bougera pas. Puis tu vas pas avoir l'impression tant que ça que tu augmentes ta sensibilité à ta perte de contrôle. Au contraire, tu vas être un peu en mode hey, Chris, ça fait 3 semaines, j'ai pas mangé tel aliment, je suis dans mes forts. Puis tape sur l'épaule, ça va bien, tu sais, je renforçais un peu ce comportement-là. Puis là, il va y avoir de quoi de émotionnel, de quoi dans ta vie, de physique, un stimuli négatif ou positif relié à cet aliment-là ou cette restriction-là, ce comportement-là qu'on parlait au départ. Puis bam, ça détonne l'explosif. Puis là, ce moment-là de perte de contrôle est toujours suivi par la même genre de culpabilité qui, elle, augmente la préoccupation qu'on a par rapport au poids, qui augmente nos comportements restrictifs, genre « Ah, maudit, j'aurais pas dû manger tout ça, ben maintenant, je vais mettre un cadenas sur le locker ou j'arrête d'en acheter ou maintenant, je veux plus aller dans des endroits où ils en vendent. » Puis là, la loupe peut juste de pire en pire. Constamment s'empirer. Puis c'est un cercle vicieux parce que justement, si tu brises pas à aucun moment une des chaînes, elle va tout le temps s'entretenir l'une avec l'autre. Puis on peut le remarquer à travers les causes que je viens de décrire, il n'y en a pas grand qu'on a le contrôle dessus. Celle d'en haut, préoccupation par rapport à notre poids, notre silhouette, son contrôle, c'est l'environnement, c'est la culture des diètes qui nous le provoque de base. Fait que j'ai vraiment le contrôle là-dessus. Après ça, les périodes de perte de contrôle émotionnel, ben, je le dis moi-même que c'est une perte de contrôle, fait que physiquement incapable. Puis l'émotion ou la situation extérieure qui va le trigger, on peut techniquement certains avoir un contrôle dessus, mais d'autres, ça va arriver peu importe dans notre vie. Fait que le seul qui reste, c'est nos comportements restrictifs rigides. Fait que c'est pour ça que ces comportements-là sont risky. On veut les diminuer. Puis même chez quelqu'un qui n'a pas ce cycle-là fort, qui a un cycle faible, plus tu vas fueler cette case-là, plus tu vas fueler le cycle. Puis tu vas tout le temps l'entretenir à augmenter cette préoccupation-là qu'elle va avoir avec son poids. Elle va jamais se rendre à un poids que ça va diminuer si tu le fais se rendre à ce poids-là en augmentant la case qu'on parle depuis le début. Je comprends. Fait que ça, là, quand tu le comprends physiquement dans ta tête, puis souvent, les personnes qui ont un trouble alimentaire, c'est à ce moment-là qu'ils décliquent, ils font comme « Asti, j'arrête pas de faire cette loupe-là en me disant que j'en sors. » J'arrête pas de me dire que la prochaine règle, la prochaine diète, le prochain truc, ça va m'aider à sortir de la loupe, mais en ce moment, je fuel la loupe. Puis souvent, d'en sortir de cette loupe-là, ça demande de casser les comportements restrictifs. Ça se peut même, ça c'est un cas plus extrême, mais il y a des gens pour qui ils vont faire cesser l'alimentation végétarienne à des gens parce que c'est un des comportements restrictifs qui fuel. T'sais. Puis le tracking, c'en est un peu comme l'alcool. Pas mauvais là, en tant que tel, tracker, mais peut devenir mauvais, est un risque de... Puis sachant très bien que dans notre société, la case d'en haut, elle a déjà beaucoup d'eau dedans, ben on veut pas commencer à jouer avec ça, puis à commencer à fueler ça. Fascinant, man. Va falloir qu'on te laisse aller, mais on va refaire ça, c'est sûr. Yes, let's go. Toujours un plaisir, man. Ouais. Great. Merci beaucoup. Merci les boys, c'était vraiment sick. Yes.